Takeoff, reset, 8 knots check. Ça prend pas le temps de bonsoir, devant votre point, niveau 0, gauche et attendez. Et bien bonsoir, bonsoir, attends, la France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Authority 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, mieux vaut tard que jamais. Vous avez eu peur, hein? Salut Nico, comment tu vas? Ça va. Bien. Enfin, moi, ça va. Bon, c'était la course, les amis. Salut Seb et salut Nico. Salut Fabien. Salut MMG7F. 5 sur 5 sur les vidéos. Merci Lord Gibus. Salut Run to the Sky. Bonsoir à tous. Il est enthousiaste Run to the Sky. Hein. Salut tout le monde. Bienvenue dans la zone aéro. Désolé de ce quart d'heure, 20 minutes d'attendre. Il fallait que j'aille faire pipi. Non, est-ce qu'on a eu chaud? Oui, on a eu chaud. Puisqu'il y a 6-7 minutes en arrière, peut-être un peu plus, on était en train de sortir un disjoncteur du coffret du tableau électrique pour remplacer ce même disjoncteur à un sub. Et d'ailleurs, pourquoi C'est le disjoncteur. C'est le disjoncteur. Non, mais j'attendais que la manche à air se lève. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle s'est pas levée. Fais voir, ça marche là? Ouais, bon. Merci Jurden pour ton resub, ça fait bien plaisir. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont déjà dans le chat. Le chat est chaud, hein. En fait, quand on n'est pas là, il y a plus d'échanges. Ouais, ils sont pas contents, les gens. Ah bah, et voilà. Hein. Et attention, les gens. Hein. Alors, les copains, hop, juste on règle... hop, voilà, comme ça, au moins, on s'entend un petit peu mieux. Alors... On a pas mal de choses à vous dire, à vous annoncer aujourd'hui. Déjà, on va remercier. Salut, j'entends rien 83. Ça va nous faire coucher tard tout ça. Eh ben oui, il se plaint en plus. Merci à toutes celles et ceux qui sont arrivés. Merci pour les très bons scores. Des vidéos sur la chaîne YouTube. Je veux parler en particulier de celle de notre ami Helmut, pilote de chasse sur Rafale, qui a très bien marché. On a encore des bons retours, donc c'était cool. Et tant qu'on est... Hein? T'avais acheté des trucs. À quel niveau? Des gens qui... Plein de gens Ah qui non, je parlais de Helmut, de celle d'Helmut. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, si. Donc déjà, merci à toutes celles et ceux donc, qui nous suivent sur YouTube. Du coup, je me suis oublié ce que Non, mais merci. Voilà. Oui. La page Patreon de la zone aéro. Ah oui, puis voilà, c'était ça. Donc, il y a eu aussi beaucoup de follow cette semaine parce qu'on a eu beaucoup de shoot-out qui ont été faites sur différentes chaînes qui nous ont fait des petites citations et tout. Donc ça fait bien plaisir. Merci beaucoup. Les subs, il y a eu des subs qui ont été pris aussi pour voir l'émission de Aldo, qui est en ligne depuis cette nuit sur le compte YouTube. Donc n'hésitez pas, Aldo Steron Aviation, qui est avec nous il y a 15 jours. On devrait retrouver prochainement dans la zone aéro. Donc pas de souci. Bois un petit coup, Seb. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mon cher Stéphane, dois-je le rappeler? Vidéo sympa vue. Eh ben écoute, parfait. Merci beaucoup. Les subs, on en a parlé. La nouvelle page Patreon, ça va s'afficher en dessous là. Vous voyez. On compte sur vous les amis, peut-être même encore plus que sur Twitch. Patreon qui va nous aider en attendant d'avoir un partenariat substantiel, on espère, de pouvoir continuer de faire évoluer le matériel, notamment les plus de 1000 et quelques euros de cet engin qui est là, puisque l'ancien a eu la malencontreuse idée de lâcher. Voilà. Après, c'est des choses qui arrivent. Pas une super idée de faire du Claude François ce soir, mais... Non, c'est pour ça qu'on a fait au mieux, quoi. Tu veux faire du Claude François, faut faire de la chanson, hein. Faut pas faire de l'électricité. Ouais, non, mais on va éviter, Voilà, donc merci à toutes et tous de pouvoir nous soutenir aussi sur Patreon, et vous avez les liens qui vont apparaître dans le chat, évidemment. Donc, on va tout de suite déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. Allez. Donc, j'aime bien. Le sommaire. C'est un sujet qui te plaît en plus. Ouais. Allez, on voit de quoi on va parler ce soir. Et Alicia est là, t'as vu?
Ah, Elle est déjà là. Bonjour Alicia. Ce live est électrisant. Ouais, bah oui, c'est ça, Road to the Sky. C'est ça. Allez, le sommaire qui apparaît ici. Voilà, l'actualité du terminal dans quelques instants. Thierry Roussel. On va le compresser parce qu'il y a notre invité qui nous attend. Donc, on va compresser l'actualité du terminal. Il y a ces petites news à parler. Ça devrait aller assez vite. Puis, on va parler mécanique ce soir. Ouais. Voilà. Donc, mécanique avec Thierry Roussel qui sera avec nous tout à l'heure. Enfin, mécanique. Construction d'avion. Construction d'avion. Mais oui, mais il y a une part de mécanique. Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, faut mettre un peu les mains dans le cambouis, c'est clair. Et bien justement, vous avez peut-être des questions là-dessus. Et si vous avez des questions, ça va être le moment de les poser à Thierry tout à l'heure. Écrivez, notez-les. Alors le sujet, c'est construire un avion de la Première Guerre mondiale. Voilà. Si c'est pas formidable, on dirait un titre de film. Oui. Mais non, pourtant, c'est bien vrai. C'est pas un film, c'est la réalité. Donc, on va voir ça avec lui tout à l'heure. On parlera de son avion, évidemment, du projet, et puis de tout ce qu'il y a autour. Voilà, Elipic 35, bienvenue, mon cher Julien. J'espère que tout va bien. Et donc, fin d'émission, fort aux questions, remise de gaz, comme d'habitude. Ah oui, tu fais des formes. Donc, pour vous présenter, vous parler des émissions à venir et puis des projets dans les semaines qui viennent. Et le mot de la fin, c'est tout à l'heure en fin d'émission. Voilà pour le programme de ce soir. J'espère qu'il vous plaira. J'arrive à faire le chien. J'arrive pas à faire Kermit. Voilà, donc l'actualité du terminal, on la démarre tout de suite. Et on est parti pour l'actualité du terminal. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, là. C'est pas... Ah, pourquoi tu veux plus disparaître ici? Attends, hop, voilà, comme ça on le fait disparaître. Oui. On commence, oui, par, on va dire, un fait divers qui a défrayé les chroniques hier. C'était hier ou avant-hier? Non, hier, je crois. Ou avant-hier, je sais J'ai plus. vu hier. Un Boeing 777 de Singapore Airlines qui a subi de fortes turbulences lors d'un vol réalisé entre Londres et Singapour, qui a justement ces turbulences engendré un atterrissage forcé d'urgence à Bangkok. C'était mardi à 15h45 heure locale. Une personne, un Britannique de 73 ans, est décédé. A priori c'était des causes cardiaques et puis donc cette situation de stress aurait engendré pour ceux qui ont vu les vidéos ça fait peur quand même quoi, donc, ouais, et plusieurs dizaines de passagers, une trentaine d'après les sources qu'on a, ont été blessés. Parmi les 211 passagers, les 18 membres d'équipage, 104 ont été hospitalisés dans différents établissements de Bangkok, dont 20 en soins intensifs. Ah oui, quand même. Ouais. Pour voir un peu quand même la violence du truc. 9 patients ont été opérés avec succès, 27 ont pu quitter l'hôpital. Et mercredi matin, 131 passagers et 12 membres d'équipage ont été rapatriés à Singapour, qui était leur destination initiale, tandis que les 79 autres et 6 membres d'équipage sont restés à Bangkok. Toujours en soins. Singapore Airlines a présenté ses excuses aux victimes et à leurs familles. L'incident s'est produit au-dessus de la Birmanie, à 11 200 mètres d'altitude, 11 km, ça fait un peu plus de 33 000 pieds, quelque chose comme ça, et 10 heures après le décollage de Londres, donc c'était un vol qui était quand même assez long. Donc rappel, si on doit tirer une conclusion de tout ça, et vous voyez sur les photos l'état intérieur de l'avion, ce qui prouve quand même l'importance des chocs et de ce qu'ils ont rencontré. La turbulence, l'avion il est sorti dessous là. Ils ont perdu 6000 pieds en 2 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même. Donc attachez votre ceinture quand vous êtes assis. Voilà. Même si si le commandant de bord il éteint le petit voyant de la ceinture au-dessus. Vous mettez votre ceinture. Voilà. Tant que si vous ne devez pas vous déplacer pour aller aux toilettes et que vous êtes sur votre siège, attachez-vous. C'est vrai que dès que on voit ou on entend en tout cas le ding des lumières, on entend des bruits de ceinture qui sont. Vous pouvez la desserrer un peu, l'histoire de ne pas être gêné, je comprends. Mais voilà, gardez votre ceinture, c'est un élément de sécurité comme en voiture. La preuve, il y a des gens qui ont touché le plafond. Oui. Il y a eu donc le trou d'air entre guillemets, donc l'accélération négative. Vous verrez les vidéos, on voit les gens voler. Voilà. Donc voilà. Enfin, voler dans l'avion. Sachez aussi que toutes les turbulences, bien qu'on arrive quand même à en prévoir une grande majorité, toutes ne sont pas prévisibles. Je pense notamment de la météo, faut le rappeler. Au CAT, les Clear Air Turbulence, qui ne sont pas forcément visibles sur les radars météo. Les radars météo, on va le rappeler, détectent des micro-gouttes d'eau.
Et les mouvements de ces micro-gouttes d'eau arrivent à détecter les ascendances ou les descendances, donc les turbulences. Mais s'il n'y a pas de gouttes d'eau, S'il n'y a pas de goutte d'eau, eh ben, on ne voit rien, on peut faire que de la prévision. C'est clear air, donc c'est de l'air clair. Donc il n'y a on pas peut de pas voir. nuages, il n'y a pas de goutte d'eau, il n'y a rien. Donc, mais il y a des turbulences quand même. Alors c'est assez rare, mais ça peut arriver et ça en est la preuve. Voilà, donc gardez bien vos ceintures attachées tant que vous vous déplacez pas. C'est un peu comme il y a de l'orage à côté de chez vous, vous sentez le vent qui est très fort, c'est ça. Ouais. Pourtant il n'y a pas de nuage, vous n'êtes pas dans le cunard, vous n'êtes pas dans le nuage, pourtant il y a du vent très fort. Eh oui. C'est ça. Et sachez en plus que les avions donc, sont certifiés évidemment pour pouvoir passer à travers tout ça, donc normalement il n'y a pas de problème, l'avion il n'y aura pas de... Par contre vous risquez d'avoir des problèmes plus sérieusement que l'avion. Les 4 peuvent intervenir à basse altitude, c'est plutôt en haute altitude parce que c'est souvent lié au jet stream, mais il peut y en avoir. Il peut y en avoir aussi. Beaucoup de phénomènes comme ça à cause du réchauffement climatique. Pas forcément spécifiquement cela. Les phénomènes sont un peu plus intensifs. On ne peut pas forcément dire que c'est forcément lié au réchauffement climatique. C'est un ensemble de choses. Toujours eu. Il y a aussi des gens qui ont dit « Ah, encore un Boeing ». Non, rien à voir. Là, pour le coup, rien à voir. Ça aurait été un Airbus, ça aurait été pareil. Boeing. Ça aurait été la même chose. Voilà. Comme lors de l'atterrissage en tant que PNC, le nombre de PAX qui décrochent leur ceinture avant d'arriver à la porte, oui, merci de le préciser, Nico FR, gardez votre ceinture attachée jusqu'à l'arrêt, parce que si le commandant de bord jette pilé, et que vous êtes debout dans l'arrêt, vous allez finir devant. Voilà, l'avion il a atterri, il commence à taxier vers la porte. Ouais, tout le monde se lève pour attraper ils prennent leur truc, et puis pour peu que le commandant il donne un coup de frein, tout le monde... Négatif les amis, ça c'est pas quelque chose à faire. Vous n'êtes pas pressé à ce point-là. Voilà. Tranquille. Donc, c'était la petite morale du jour. Oui. Hein oui. Mais c'est important de le rappeler quand même, hein, ça évite des déconvenus. Hein. Il vaut mieux en parler avec humour ensuite que de le subir. On continue avec des A321 Neo pour la compagnie saoudienne, donc qui signe une commande ferme de 105 appareils pour la famille A320 Neo lors du Forum de l'aviation de Riyad le 20 mai dernier, donc c'était il y a 2 jours. Cette commande la plus importante jamais passée auprès d'Airbus pour l'Arabie Saoudite comprend 12 A320 Neo, 93 A321 Neo, ce qui porte à 144 le nombre de monocouloirs en attente de livraison pour Saudia et sa filiale qui s'appelle Fly Deal Saudia, qui recevra elle 54 A320 Neo et Fly Deal aussi 12 A320 Neo, 39 A321 Neo. Donc ils investissent énormément dans l'Airbus. Saudia Technique va assurer une part importante de la maintenance des appareils. L'acquisition soutient la vision 2030 du gouvernement saoudien qui vise à développer le transport aérien pour relier évidemment le royaume d'Arabie Saoudite au reste du monde. Le contrat suit un précédent accord avec Boeing qui avait donc 39 Boeing 787. Et de nouvelles compagnies, Riyad Air, Neom Air, sont également en préparation pour renforcer tout ce secteur. Donc ça se développe. Kembis, notre ami Kémy qui est là, regarde. Ouais, hello, salut Kémy. Comment ça va? Comment ça va mon petit Kémy? Ça fait plaisir. Ça date, bah oui. Voilà. Ah, ça date, attends, ça date. Tu parlais des dates des avions de Saoudia? Non, je sais pas ce qu'il dit. Anwar Al-Sadat? Je ne sais pas. Non. Alors, on continue, on va parler d'hélicoptères. Ça tombe bien parce qu'il y a Helipic qui était là tout à l'heure. LCI, ça n'a rien à voir avec la chaîne, et SMFL sur des hélicoptères Airbus. Le Loir-Irlandais, LCI, et le groupe japonais SMFL ont commandé conjointement 21 hélicos de dernière génération auprès d'Airbus Hélico, qui comprennent des H145, H160, H175. Vous avez justement ces petites illustrations sur votre écran. Ces hélicoptères sont destinés à divers segments, comme les services médicaux d'urgence, comme le SAMU par exemple, l'équivalent du SAMU, la recherche et le sauvetage, le SAR, le transport lié à l'énergie offshore, donc on trimballe des gens du sol sur les plateformes pétrolières pour aller travailler. Et donc ces hélicoptères vont être livrés jusqu'en 2028. La commande inclut 14 hélicoptères fermes et 7 options, intégrés au portefeuille SMFL LCI Hélicoptères, qui est une co-entreprise de LCI et SMFL.
Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un partenariat Flypath entre LCI et Airbus Hélicoptères qui vise à répondre aux besoins de capacité de financement à long terme de ce secteur en particulier. Et la flotte combinée de LCI et SMFL compte actuellement plus de 40 hélicoptères Airbus utilisés par 12 opérateurs dans une dizaine de pays. Ça fait déjà un très gros armateur d'hélicos. Hein. Voilà, donc vous avez les différentes livrées avec le LCI SMFL. Hein. Vous voyez, je trouve que la déco est pas mal. Hein. La livrée est plutôt sympa. On continue avec... Ah, j'ai mis ça. Quel beau mal. Pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce que on va parler du programme européen MAL RPAS, qui veut dire Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System. On aurait pu faire plus long, hein. Qui a franchi, drone, c'est ça, militaire, qui a franchi l'étape de la revue de conception préliminaire, ce qu'on appelle le PDR, avec succès. Il est plutôt pas mal, hein, ce drone bimoteur, pour le coup. Cette phase qui est menée par, encore une fois, Airbus Defence and Space en Allemagne. On a rappelé que Airbus était en train de se positionner, rappelez-vous, l'actualité du terminal de la semaine dernière, on avait déjà parlé de drones et de Airbus qui voulaient se positionner sur ce segment du drone, et c'est encore une preuve. Donc tout ceci a été réalisé en collaboration avec des représentants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et des sous-traitants de Airbus Defence and Space, de Dassault Aviation et de Leonardo, qui est également fabricant d'hélicoptères en Italie. Cette étape, c'est Caprio, non? Ouais, c'est ça. Ouais, facile celle-là. Cette étape permet de passer à la phase de conception détaillée après des évaluations techniques, des tests en soufflerie, évidemment, et une validation d'un jumeau numérique. Donc on fabrique une maquette numérique, on la fait voler et on fait des études un petit peu là-dessus pour concevoir et améliorer les choses. En février 2022, Airbus et Locar ont signé un contrat pour développer et produire 20 systèmes Eurodrone, ce qui équivaut à peu près à 60 drones. Le drone aura une masse maximale au décollage de 11 tonnes quand même. Ah oui. C'est pas un petit engin. Hein. Et une autonomie de plus de 30 heures. C'est un peu comme le drone américain. C'est un peu ça, oui. Et doit effectuer son vol inaugural en 2027. Run the Sky. De quoi? Run to the Sky, the Global Hawk, le concurrent du... Oui, c'est ça. Global Hawk. Ouais. Donc il peut charger de missiles aussi, je suppose, de bombes. Oui, voilà, et il peut tout faire. Il peut tout faire. Et de la reconnaissance, etc., du livrement d'armement. Et donc, première livraison prévue pour 2028, dans 4 ans. D'accord. Voilà, piloté par un humain ou une IA. Ça, il ne le précise pas, mais on peut penser que les deux peuvent être faisables. Hein. En tout cas, peut-être une IA contrôlée par un humain ou inversement. Voilà. Ok, bon, voilà, donc il y a Kemi qui discute avec Benny 33, avec Lord Gibus, ils discutent. On va vous laisser parler, les amis. Et on continue avec une nouveauté. C'est la Fédération Française Aéronautique qui passe en mode éco, le mode paperless. Ça y est. Donc la FAA lance le site qui s'appelle Carnet Aéro. Et d'ailleurs, je pense que Julot pourra mettre le lien dans le chat. C'est quoi? C'est un carnet de vol en ligne pour les pilotes privés et professionnels qui va peut-être à terme remplacer le traditionnel carnet de vol en format papier. Oui. Voilà. Ce service, donc conforme aux exigences de l'EASA évidemment, ça doit être un process qui doit être certifié, va être valable pour l'avion, le planeur et l'ULM. Actuellement, il est accessible par une interface web, en gros un site internet en ligne, et il sera bientôt disponible en application sur Android et sur iOS, donc pour les possesseurs d'Android et d'iPhone. Carnet Aéro permet de comptabiliser évidemment les heures de vol, de surveiller la validité des licences avec des petites alertes, de surveiller aussi les qualifications, les visites médicales, donc vous avez possibilité de régler tout ça et de recevoir des petites alarmes. Pourquoi tu te marres? Voilà, tout est fait automatiquement, je veux dire. Non, non, ça va être à toi de le saisir quand même. Oui, voilà, mais faire le total. Oui. Surveiller les dates de... Non, mais c'est peut-être pénible de faire le total. Oui, bien sûr. Oui. Quand t'en as 50 pages, parce que justement, on n'a pas tout rempli. Enfin, bon, bref. Donc, lié au compte Smile Formation, ça aussi, c'est une avancée. Il va permettre de se remplir automatiquement lors des séances de vol par instructeur qui vont valider, en fait, ces séances-là, et ça va s'auto-implémenter directement sur le carnet en ligne. Et plusieurs solutions existent pour
renseigner les vols que vous avez pu faire avant dans votre carnet pour pouvoir les intégrer plus facilement dans ce nouveau carnet. Donc le site carnet.aero avec le lien qui apparaîtra dans le chat. Alors un petit rappel, hein, le vol se termine quand on a rempli le carnet de vol. Et après, on va boire un coup au bar de l'escadrille. Voilà. Je dirais rien parce que des fois je l'ai pas rempli pendant un certain temps. Et je l'ai rempli après. Je devrais pas pareil, le dire, mais par ça expérience, je peux vous dire que des fois il y a 5 mois de retard. Ah non, j'ai jamais été jusqu'à 5 mois. Bref, donc allez y faire un tour. Hein. En plus, le site est plutôt sympa. Donc voilà, et après, vous l'adoptez pas. Voilà. Ah, voilà Nico. Kémy, t'avais pas vu. Kémy, il faudrait peut-être aller consulter un ophtalmo quand même, parce qu'il était là depuis le début, Nico. Ouais, non, j'ai grandi, je suis plus en dessous du bar. Allez, dernière petite news du jour. Je te laisse la parole. Ouais, donc alors, disparition d'un as, un as américain de la Deuxième Guerre mondiale, donc Bud Anderson, qui était le copain de Chuck Yeager, hein, qui était dans l'escadrille, je me souviens plus, alors je vais vous dire ça tout de suite, au 350e Fighter Group, avec Chuck Yeager. Donc sur la photo où on voit les 3 bonhommes là, donc il y a Chuck Yeager qui est tout à fait à droite, Bud Anderson au milieu et à gauche je ne sais pas qui c'est. Donc c'est un triple S, donc il y a eu 16 victoires aériennes, donc j'ai mis une image de son avion. D'ailleurs on voit les petites autocollants. Ouais. Donc son P51 Mustang. Et c'était son propre à lui? Non, la photo qui est en dessous là. Ah non, je pense pas. Non, il a volé dessus bien sûr, mais bon, comme c'était un as de l'aviation, je veux dire, on peut voir des vidéos, hein, n'hésitez pas à aller sur YouTube voir des vidéos. Ouais. On voit 3 avions avec sa déco à lui, du P47, du P51B, du P51D, tout ça, parce qu'il y a eu différentes versions. Ouais. Donc j'ai vu une vidéo, on voyait 3 versions différentes, avec des décos différentes de son P51 qu'il a eu. Et surtout, vous regardez des vidéos où il témoigne, parce que bon, il est mort il y a cette semaine, hein, 102 ans quand même, le gaillard. Hein. Ah oui, donc voilà. Comme quoi l'aviation conserve. Et oui, et voilà, pour certains. Oui. D'autres, pas pour tous. Non. Donc voilà, allez voir des vidéos, et puis c'est extraordinaire, parce que c'est l'expérience du combat aérien. Et je me souviens d'une vidéo où il expliquait, à un moment, il était en passe verticale comme ça, où il montait, poursuivi par l'Allemand. Ouais. Et en fait, il montait, puis il regardait derrière. Et en fait, c'était au premier qui décrocherait en fait. Ouais. Donc si lui décroche, l'Allemand lui passe derrière. Ouais. Si l'Allemand il décroche avant lui, c'est lui qui passe derrière. Et donc là, il y a eu entre guillemets de la chance, mais l'Allemand a décroché avant lui. Il est arrivé, il a descendu comme ça. Quoi. Ah, incroyable. Et il l'a vu de près. Il l'a vu de près. Il était à 5-6 mètres du Focke-Wulf, 190. Hein, donc voilà, allez voir des vidéos, c'est toujours intéressant d'écouter ces gens-là. Et puis, il faut en parler parce que en fait, contrairement aux fantassins, en 14-18, ils ont laissé des tranchées, tu vois, 44, le 6 juin 44, il y a des blocos, il y a tu vois, les plages du débarquement, il y a des traces partout. Par contre, tous les aviateurs n'ont pas laissé de traces dans le ciel. Ah oui. Il n'y a pas de tranchées du ciel pour tous les combats aériens qu'il y a eu, pour tous ceux qui sont restés là dans les B-17, ceux de l'Allemagne. Voilà, il n'y a pas de traces. Des bouquins, des témoignages, des vidéos, voilà. Devoir de mémoire. Voilà, devoir de mémoire. Pensez à eux. Ok. Et je vous parlerai d'un livre que je suis en train de lire, très 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 intéressant sur les as de l'aviation. Du début jusqu'à aujourd'hui. Et ben voilà, on fera un peu d'histoire de l'aviation aussi dans la zone aéro. Ça compte aussi. Des statistiques, des histoires surprenantes. Ouais. Donc vos réactions dans le chat, les amis. Alors non, Kémy ne disait pas ça. Pour ça, il disait ça parce qu'il était d'accord avec ce qu'il disait quand le vol se termine et la suite des hostilités. Ah, donc il faisait un retour d'expérience sur son passage quand il était avec toi. Ouais, bah oui, il faudrait que tu reviennes, hein, parce que là, les Wesh bourgeois, ils ont diminué. Hein. Ah ouais, c'est ça. Donc il faut que tu viennes pousser une gueulante là pour leur dire... Allez les amis, on va retrouver 14-18 là. On va parler justement de 14-18, d'avion, de construction. Ouais. Et c'est le coin des technicos ce soir pour la séquence, puisqu'on va retrouver Thierry Roussel qui est avec nous. On va parler de construction d'avion. Donc c'est maintenant et on retrouve tout de suite. Et il devra apparaître dans un instant, il est là. Salut Thierry. Bonjour Thierry. Ça va bien? Ouais. Tu nous entends? Est-ce que le chat entend bien Thierry? Je vous entends très bien.
Eh ben c'est parfait. Eh ben, Thierry, bonsoir du chat. bonsoir. Merci déjà donc d'avoir répondu à notre invitation. Et puis on va pas changer les bonnes habitudes. On te propose de faire une petite. Ouais, non, mais c'est parce que je faisais la transition donc entre ce que je disais, donc oui, vas-y. le moyen de laisser des traces aussi pour penser à tous ces pilotes de 14-18 et 39-45. Justement, c'est ce que fait Thierry, c'est de voler dans des avions d'époque, même s'ils sont reconstruits aujourd'hui, mais au moins ils ont l'image. Ouais. Et ça fait penser justement à ces pilotes. Ok. Voilà, Thierry. Est-ce que Thierry, tu peux nous faire une petite présentation en 1 minute? On va lancer un petit chrono et te présenter un petit peu à nous et au chat. Je suis Thierry, donc je suis pilote de ligne. J'ai commencé à faire du modélisme, c'est les débuts dans ma jeunesse. Ensuite du planeur, ensuite des petits avions, des gros avions. Et voilà. Et le fait d'avoir fait du modélisme, ça m'a permis d'avoir une excellente idée sur comment construire des avions. Et un jour, je me suis dit que j'allais faire un avion. Quand j'ai construit ma maison, j'ai gardé une pièce assez grande pour pouvoir y fabriquer un avion complètement dedans. Et un jour, voilà, j'ai choisi un modèle après une petite réflexion sur le sujet, et puis je me suis lancé. D'accord. Voilà. Ok. Il va vite, hein. Efficace. Vite. Ah bah, on m'a dit 1 minute, hein. J'ai encore 30 secondes. Ouais, voilà. Voilà, mais bon, ça revient. Non, mais on va commencer tout de suite. Alors, tu parlais de modélisme. Donc, je suppose que c'est du modélisme radiocommandé, je suppose. Ouais, Hein? ouais. De la vieille époque, de celle où on construisait, on achetait une boîte avec du bois dedans et de la colle et on se débrouillait. Pas où on allait un truc ready to fly, on mettait 3 cerveaux et on allait le faire casser en 5 minutes. Voilà. On passait 3 mois à le construire avant de le casser en 5 minutes. Donc, du coup, on en prenait soin quand on le pilotait pour pas qu'il casse, quoi. On va le faire tomber. Voilà, mais Parce que c'est vrai que au début, on maintenant, cassait parce que c'est en polystyrène Oui, avec 3 élastiques qui tiennent le fuselage et l'aile, et puis voilà, quoi. 4 gyroscopes dedans, le truc il tombe jamais, il tourne pas, il fait tout, il vole tout seul. À l'époque, il volait en plus. Soit. C'était une très bonne école. Ça permet d'avoir une excellente idée de la stabilité des avions. Déjà, quand le contrepoids ou l'équilibrage est mal fait, on voit très bien que c'est un avion centré arrière, ça vole vraiment pas bien. Ça apprend plein de choses. C'est une excellente école. Ouais, bah oui. Donc c'est un bon conseil à donner à ceux qui veulent apprendre, hein, pour plus tard faire ce métier de pilote aussi. Hein. De toute façon, il faut toujours connaître sa machine, hein, quand on est pilote. Sinon, après, on ne sait pas comment ça marche. Et puis, quand il y a un bouton qui s'allume, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Une checklist. Après, il y a les checklists. Bon, des fois, elles sont mal faites, hein, si on regarde celui. Et donc, du coup, aéromodélisme. Et tu as commencé à quel âge? Tu avais quel âge, du coup, si tu te souviens, ton Je premier crois que avion? la première boîte à construire. Avant, je faisais des maquettes, mais je pense que le premier avion télécommandé que j'ai dû recevoir, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. D'accord. Donc parce qu'on a reçu beaucoup d'invités. Il y en a qui ont eu la passion, en fait, de l'aviation plutôt tardivement. Ils sont rentrés devant, ils sont passés, c'est les plus énervants, en fait. Ils sont passés devant le bureau de l'armée de l'air, ils se sont dit déjà pourquoi pas. Ils sont rentrés, puis finalement ils sont devenus pilotes de chasse, alors qu'ils pensaient pas du tout à l'aviation quand ils étaient tout petits. Mais toi, apparemment, c'est depuis tout petit, quoi. Et tu sais d'où ça peut venir, cette passion? Oui, de mon oncle. C'est mon oncle qui faisait du modélisme et c'est lui qui m'a offert la boîte. C'est totalement de sa faute. Voilà. On a toujours des Mon tontons père comme ça. préférait aller à la pêche et voilà, c'était pas pareil. Bon, non, mais c'est bien, c'est un bon début. Et après, donc après l'aéromodélisme, donc quand t'as grandi, tu voulais faire ce métier-là particulièrement, ou pas forcément Ouais, ingénieur c'était- aéronautique ou truc comme ça? Disons, je voulais faire ce métier-là, puis on nous faisait croire qu'il fallait être très intelligent, faire de grandes études pour faire pilote de ligne. Mais j'ai rapidement compris que tout ça, c'était pas vrai, et puis voilà. En fin de compte, il suffit d'être très motivé, de bosser un peu, et puis c'est facile en fait. Exactement. Retenez ça, les gars. Retenez ça, c'est exactement ça. C'est bien C'est résumé. de plus en plus facile. C'est C'était vrai. très difficile il y a 30 ans, mais maintenant c'est vraiment facile. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est facile, il faut juste bosser un peu. Voilà. Alors, donc cette passion pour l'aéronautique, donc tu la vis à travers ton métier, du coup, pilote de ligne, c'est ça? Ouais. Ouais. Et aussi, En fait, vas-y. tous les jours, il y a des avions dans ma vie. Voilà. Quand je ne suis pas au travail, c'est pour les petits avions. Et quand c'est au travail, c'est des avions. Voilà. Finalement, tu peux pas passer une journée sans regarder un livre, une image d'avion ou de trucs comme ça. Ah oui, tous les murs de la maison sont couverts alors. Voilà.
Ah ben voilà, c'est un vrai passionné. Il ne peut pas se coucher sans regarder un avion. Qu'est-ce que j'allais dire aussi et donc, ta passion, là, on va aller dans le vif du sujet. Donc, ta passion, tu la vis aussi en construisant donc, ton propre avion. Tu as commencé par cet avion-là, le Nieuport 28, à construire, ou tu avais déjà construit un avion avant? Non. Que du modélisme. En vrai avion, c'était le Nieuport 28. C'est purement par hasard que c'est un Nieuport 28. C'était pas un choix, c'était pas je rêvais de faire cet avion-là, c'était je voulais construire un avion, c'était certain, et si possible, un qui me permette d'aller dans des meetings aériens parce que j'aime beaucoup les meetings aériens. Et à force de regarder sur des sites, un jour, je suis allé voir sur le site d'Aérodrome Airplane qui vend des kits. Et là, il y avait un message qui disait « Voilà Pascal qui est en train de faire son vol. » Et le gars qui s'appelle Pascal, il avait la tête de quelqu'un que je connaissais bien, mais que j'avais perdu de vue. Alors, j'ai directement pris mon téléphone et j'ai dit « C'est toi que je vois là ?»« Ouais, j'ai construit un Blériot pour pouvoir faire la reconstitution du 100e anniversaire de la traversée de la Manche. » Et j'ai dit « T'as pu faire un avion comme ça ?»« Ouais, en fait, je l'ai fait construire aux États-Unis. J'ai donné un coup de... Je suis allé là-bas pour aider à la construction. Il était immatriculé aux États-Unis. On l'a ramené à Luxembourg. Il est immatriculé au Luxembourg et maintenant, il peut voler ici. Et je vais faire le 100e anniversaire de la traversée de la Manche. » Et j'ai dit « Ben voilà. » Donc, il m'a expliqué en 3 minutes, même pas en 20 secondes, que c'était possible. Une demi-heure plus tard, je commandais un kit. Alors, je regardais sur la dizaine de modèles qu'il y avait à ce moment-là. Je me suis dit, le Nieuport 28, ça a l'air d'être le plus compliqué. Alors, tant qu'à faire, on va aller directement avec celui qui a l'air d'être le mieux fini, sans même savoir l'histoire de l'avion. Et puis, 3 clics et un chèque, enfin, un virement bancaire, et c'était emballé. Voilà, ça a commencé comme ça. Et donc tu reçois, parce que en fait, je suis allé le rencontrer là, chez lui une fois, Thierry, parce que je suis très intéressé par ce genre de projet. Et donc tu m'as expliqué, donc tu as reçu une caisse, c'est ça? Tu as reçu une caisse avec tous les éléments dedans? Oui, en fait sur YouTube, comme je ne connaissais rien, je me suis dit je vais filmer la construction de A à Z, de façon à ce que les gens, ou la DGAC, ou l'administration, ils n'ont qu'à regarder. S'ils me disent « Monsieur, votre avion, vous allez mourir tout de suite, c'est mal fait », ils vont me le dire. Puis en fin de compte, j'ai eu que des retours positifs, mais l'intégralité de l'ouverture de la boîte, au démarrage du moteur, y compris les essais en vol, sont montrés. Donc on voit la boîte. D'accord. Ah ouais. Et c'est vrai que j'ai vu. C'est pas. Ah ouais, non, c'est la vidéo du. Parce que j'ai vu aussi, quand je suis venu, il y avait un Sopwith Pup. Oui, parce qu'une fois que j'ai construit, j'ai pratiquement fini le premier avion, je me suis dit, bon, j'ai acheté trop de matériel, de plieuses, de machines, j'ai appris trop de choses parce que je n'y connaissais absolument rien, et je me dis, je ne vais pas m'arrêter là, je vais au moins faire un deuxième, parce que s'il y a un problème sur un, je ne serai pas grounded, je pourrais voler sur l'autre. D'accord. Et directement, c'était d'entrée de jeu, je vais en faire 2. Hein? Alors, je vais dire aux gens que c'est pas compliqué, parce que... Ah bah voilà. C'est vrai que c'est comme un avion d'aéromodélisme que tu as reçu quand tu avais 10 ans finalement. Voilà, en échelle 1. Et la vidéo que je me suis filmée a été une excellente promotion pour le vendeur de kits. Parce qu'elle démontre qu'une seule personne peut tout faire tout seul en, je sais pas, 10 minutes sur la vidéo. Oui, c'est ça, 10 minutes. Oui, il faut faire attention parce que c'est vrai que moi aussi, ça m'a bien motivé de me dire ah bah tiens, il faudrait que j'achète ça parce que ça va vite. Mais bon, par contre, ce qui est impressionnant effectivement, c'est que comme tu le confirmes, on peut le faire tout seul. On peut le faire tout seul. Et en fait, et en plus, il n'y a pas dans ce kit-là, si on achète, il y a des kits d'avion qui sont super bien détaillés. Il est marqué chaque rivet, chaque vis. Là, en fait, le kit, il a 40 pages de plans qui sont des pages A4 et des vidéos de construction d'un autre avion et les photos du prototype de la construction de cet avion-là. Et puis, il y a beaucoup de différences parce qu'entre le moment où il a construit l'avion et il a fait des modifs sur les plans, eh ben, il faut se débrouiller. Alors, il dit, il n'y a qu'à téléphoner. J'ai essayé de téléphoner 2-3 fois et j'ai vite compris que ça n'allait jamais marcher. Alors ensuite, j'ai regardé sur Internet où est-ce qu'on pourrait trouver des informations et il y a le site des constructeurs américains, la EAA, l'Association de constructeurs amateurs américains d'avions, qui a mis des vidéos sur absolument tout. Sur comment on installe une radio, comment on met des rivets, comment on fore, comment on travaille l'aluminium, tout. Et il y a des centaines et des centaines de vidéos. À ce moment-là, j'avais un métier de pilote de jet privé. J'avais 15 jours au travail et 15 jours à la maison. Quand j'étais au travail, la majorité du temps, on était à l'hôtel en train d'attendre. Et à l'hôtel, j'ai analysé toutes les vidéos, en fait, tout regardé. Et chaque fois que je revenais, j'étais prêt pour travailler à fond la caisse pendant les 15 jours suivants, sans m'arrêter, parce que toute l'étape était déjà dans ma tête.
D'accord. Donc c'est tout en aluminium. Ouais, là exactement. Voilà, c'est un faux avion. Mais ça a la bonne échelle, la bonne taille, la bonne forme, et puis voilà. Alors Vu après, de l'extérieur, ça ressemble à l'avion, sauf que ça a l'avantage de ne pas avoir les contraintes du bois, parce que l'avion à l'époque était en bois, et encore, cet avion-là, il n'y a pas de plan en fait. Les gens n'ont pas gardé les plans du Nieuport 28, alors il y a des gens au Smithsonian qui en ont un, qui a été modifié, qui ont refait des plans après, mais l'avion construit comme il était le premier jour, personne n'a gardé les plans malheureusement. donc je rappelle, c'est un... Maintenant... Vas-y. Pardon. Je disais, maintenant, voilà, c'est un faux avion de la guerre 14-18, mais ça me permet de faire ce qu'un vrai pourrait pas faire. Un vrai, avec un vrai moteur, il est hors de question de se déplacer d'un terrain à l'autre. On vole que vertical au-dessus du terrain et on peut faire aucune commémoration. Il n'y a pas moyen d'aller sur une base militaire avec. Il n'y a pas moyen d'aller au-dessus d'un cimetière avec, parce que les avions d'époque n'ont pas la fiabilité nécessaire. Donc là, ça me permet d'aller partout, de faire la même chose. Et puis, s'il pleut sur l'avion, je vais pas crier au secours. Mince, je vais mourir, ben, tant pis, il sera mouillé, le siège sera mouillé, puis une fois qu'il sera sec, c'est sec. Ça, c'est le Nieuport 28. À l'époque, j'avais mis de l'alcade, enfin, les deux sont construits en alcade, en me disant, je savais pas qu'il fallait faire un traitement de corrosion dès le départ, alors il était peint anti-corrosion après, mais quand j'ai construit le PUP, chaque pièce avant de les rifter, tout était traité anti-corrosion encore plus. Donc il risque absolument rien en fait. D'accord, donc ça peut dormir dehors, quand tu as un déplacement de meeting, tu peux le laisser dormir dehors. Le problème est que, étonnamment, il y a dans chaque meeting, systématiquement, il y a des gens qui ont un doigt et ils disent « je vais tester la résistance de la toile ». Et je ne sais pas pourquoi. Je serai ce week-end à Chamblay pour un meeting. Je suis certain que si les gens pouvaient le faire, ils essaieraient de voir si c'est vraiment solide. Genre, je vais faire un trou et je vais dire « ah, bah c'était pas solide ». Et ça, c'est un problème. Ça n'a pas l'air, mais c'est systématique. Donc, en fait, on ne peut pas laisser l'avion tout seul 5 minutes. C'est impossible. Ouais, parce qu'ils vont y arriver. Hein. Ou le laisser à distance. C'est incroyable, c'est vrai, que les gens sont tout le temps en train de tripoter. C'est incroyable. Hein. Bon, après, moi, j'avoue, hein, c'est vrai que quand je vois de la toile... Mais toi, t'es pas les gens. Et je fais un peu le tam-tam avec mes doigts, clac, 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 pour entendre le beau bruit d'une toile bien tendue. Donc, ça en allume, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est un Nieuport 28. Donc avion de la Première Guerre mondiale, une réplique. Comme tu dis, avion moderne, hein, c'est pas une réplique exacte. Faut vraiment être connaisseur hein, pour voir que l'avion d'époque, c'est pas pareil que celui-là. Hein, les haubans, ils sont pas au même endroit, etc., etc. Et je veux dire, en meeting aérien ou en présentation, ça le fait quoi. Ça le fait une fois que ça vole, une fois que ça roule, ça décolle, une fois que ça vole. Boum, ça y est, on est en 14-18. Donc c'est pour ça que je conseille aux gens, s'ils veulent avoir le courage de construire ça, puis, parce que ça a l'air facile. Il ne faut pas vraiment beaucoup de courage finalement. De se lancer, parce qu'il y a d'autres avions. Tu te souviens les autres avions qu'il y a dans cette marque-là, non? Ah il y a des avions allemands, donc Fokker triplan, monoplan, toute la série des Allemands et des Alliés. D'accord. Donc Nieuport, Sopwith Pup, Sopwith Camel, Nieuport 17, 11, et il a à peu près tous les Nieuport possibles. Il a même fait un Spirit of Saint-Louis qui n'a rien à voir, mais pour les gens qui veulent. Voilà, en fait, à peu près chaque année, il fabriquait un nouvel avion pour aller à Oshkosh avec, pour le vendre dans ses kits. Avec le truc, c'est voilà, il y a plein d'avions, mais en fait, des Nieuport 28 en état de vol, quand j'ai commencé, j'étais le deuxième sur Terre. D'accord. Parce qu'il y a eu le prototype et il y a eu moi. Voilà. D'accord. Puis, ce qui est fini avant, il y en avait 2 autres qui avaient acheté le kit, mais ils ne l'avaient pas encore fini. Alors maintenant, il y en a 5 ou 6. Mais donc à la fin, on est toujours dans des prototypes. Ouais. C'est pas des avions qui sont testés en milliers d'heures de vol. Il y a des trucs qui peuvent arriver, il faut le savoir. Mais voilà, donc en fait, c'est pas un Piper Cub qu'on achète et qu'on volera pendant 20 ans. C'est une machine qu'il faut surveiller en permanence. Il faut toujours regarder s'il n'y a pas un rivet qui s'est détaché quelque part, parce que ça peut très bien arriver en fait. C'est jamais arrivé, mais il faut partir du principe que ça peut arriver. C'est pas un avion que je vendrai à quelqu'un en disant voilà, achète-le, amuse-toi bien. Il sera mort dans 2 ans. Hein. Il y aura quelque chose qui va mal se passer. Il faut vraiment surveiller. Tu as déjà eu justement des anecdotes comme ça, de choses que tu as pu
pu constater, peut-être même faire remonter au constructeur en disant tiens, peut-être que là, il y aurait quelque chose à faire ou à modifier? Oui, le support, le haubin, enfin les tubes qui tiennent l'aile haute, par exemple, donc la cabane, il y a juste 2 tubes parallèles sur le kit, et sur l'avion d'origine, il y a un tube en plus qu'en fait j'avais pas vu sur les photos d'origine. Et comme cet avion-là, j'ai eu la drôle d'idée d'acheter au début des moteurs en étoile très jolis, les plus beaux moteurs qui existent, en fait, qui venaient d'Australie, qui coûtaient une blinde et qui avaient une fiabilité très négligeable. J'ai pu expérimenter le concept de m'écraser avec. Ah ouais. De faire un atterrissage d'urgence qui a fini sur le dos, et là j'ai découvert que ces tubes-là, il y aurait le tube en plus qu'il y avait sur l'avion d'origine, ça aurait évité beaucoup de casses. D'accord. Ouais. Alors, voilà, c'est ce moteur-là. Voilà, ce moteur-là, il est très joli, hein, mais il ne faut pas l'acheter. Hein. Faire une table avec, c'est le conseil qu'on m'a toujours donné. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison. La table, c'est très bien, parce que fiabilité, ce n'est pas du tout ça. En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes, donc les accidents. Alors après, j'avais confiance. Hein, je renvoyais le moteur chez le fabricant, qui me l'a renvoyé une fois pas réparé. Et après, j'ai fait une vidéo qui raconte tout ça. Et en fin de compte, plein d'autres personnes ont eu des problèmes, au point que je ne connais personne qui n'a pas eu de problème. Avec ce moteur. Ah ouais. Et maintenant, le fabricant, il a du mal, hein, parce que ça lui a cassé son truc. Mais il n'est pas aviation. Vous voyez, une chose comme ça. Parce que chaque fois, j'ai mis au courant de tout ce qui s'était passé. Et plutôt que de dire, oui, on va essayer de comprendre et rectifier la situation, c'est non, c'est que vous. Hein. Puis en fin de compte, c'est que vous chez tout le monde. Ouais, alors chacun a une panne différente et c'est chaque fois de la faute de la personne, plutôt que de se rencontrer. Puis le dernier moteur que j'avais eu de chez eux, que j'avais gardé, quelqu'un qui avait un Luscombe sur lequel il voulait mettre ce moteur-là, enfin qu'il avait ce moteur-là, et qui fabriquait des pièces d'hélicoptère en Suisse, m'a dit, tiens, tu peux pas me le donner, je vais faire un scan complet du moteur, je vais le mettre dans mon programme informatique pour faire une analyse. Et puis l'analyse a sorti qu'après 100 heures, il n'avait aucune chance de survivre le moteur, parce qu'il y avait des angles qui n'étaient pas bons dans les pièces. Ah. Ouais. Donc ça allait faire des frottements dans les cylindres en diagonale, ça allait finir par casser, c'était garanti pour lui. Alors après, il était très embêté parce qu'il était avec son Luscombe, avec un moteur qui n'avait plus de potentiel en fait. Ouais, finalement, c'est à la conception que ça a été mal calculé, quoi. Et voilà, et surtout, à la fin, c'est un très beau moteur, il fait un beau bruit, mais la société, enfin la personne, parce que c'est une seule personne, la société en fait, hein, ne s'inquiète pas de ça, il pense que c'est pas grave. Ouais. Sous prétexte que ça marche un peu, mais les gens qui font 5 heures par an, peut-être ça marchera très longtemps. Mais moi, je faisais 50 heures par an en meeting, et ben c'était déjà vite réglé, quoi. Et donc là, tu as mis quoi comme moteur du coup? Lycoming à plat. Alors, en fait, c'est tout moche, mais personne ne le voit. Et à la Fertialet, ils ont un Fokker triplan rouge. Et en fin de compte, au début, j'avais été à la Fertialet et les gens, ils venaient voir, oh, c'est le Baron rouge. Et chaque fois, les gens disaient, et je dis les gens, c'est 99,99% d'un des gens, regardez, il a même le moteur d'époque. Or que ça n'a rien à voir, quoi. Alors j'en ai rapidement conclu qu'en fait, compte n'importe quel moteur, personne ne le verra. Moi, j'avais mis le même moteur avec le même, la version la plus proche qui existait, en plus avec un moteur 9 cylindres au lieu d'un 7 cylindres qui était nettement moins cher, juste pour avoir le même nombre de cylindres. Mais ça ne servait à rien, quoi. D'accord. Oh, on salue, vous avez le droit, Seb, qui est arrivé, qui dit le Lycoming, c'est celui qui était à l'origine un moteur de moissonneuse. Bonne question. Ah, je vais m'intéresser à la question. Bonne question. Vous avez le droit. À l'origine, il y a très 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 longtemps, hein, parce que le Lycoming au 320, il a genre été développé dans les années 30. Et on le fabrique toujours maintenant. Et en plus, régulièrement, on reçoit une note parce que je suis inscrit sur le site Lycoming en disant attention, vérifiez cette pièce-là. Donc, 80 ans après, on essaye toujours d'améliorer le moteur et de rectifier s'il y a une panne sur tous les moteurs. Donc, avec 80 ans de panne, le moteur est quand même très fiable. Et surtout, on trouve des pièces très rapidement sur Internet. Si j'ai un problème aujourd'hui, dans 2 jours, j'ai la pièce à la maison. Sans problème. C'est l'avantage aussi. Pour dire aux gens, le Lycoming que tu as mis, en fait, c'est un Lycoming qu'on peut trouver dans les avions d'Aéroclub.
Ah oui, c'est même un qui vient d'un PA28 et l'autre d'un Cessna 172 à l'origine. Parce que neuf, ça vaut 90 000 euros, 80 000 euros. Et en deuxième main, donc un qui a déjà servi et qui est remis à 0 heure, donc avec de nouveaux cylindres, des nouvelles bougies, des nouvelles magnétos. Tout est neuf en fait, à part que la boîte, le carter en lui-même a déjà des heures de vol, c'est 18 000 euros. Ouais. Donc c'est vite vu. Il n'y a pas photo, c'est nettement moins cher, sachant que le moteur australien, c'était 25 000 euros sans les pièces, avec les accessoires on arrivait à 30, plus l'importation d'Australie et la taxe d'importation d'Australie, on était à 40 000 euros pour faire une table. Ouais. Ça fait très cher. Finalement, oui. D'accord. Ouais. Alors, il y a quelques questions. Il y a Vous avez le droit qui vient de demander, donc il faut le refaire tous les combien d'heures. C'est une question. On salue le raid qui vient d'arriver. De Speedbird, les amis de la simulation qui arrivent avec 13 personnes. Salut les amis, on est avec Thierry Roussel, constructeur d'avions de collection, on peut le dire, hein, Newport 28, Oui, une réplique. d'avions historiques. Voilà, d'avions historiques. Et on parle construction et de son projet. Et vous allez voir dans quelques minutes des images en vol où on voit Thierry aux commandes de son appareil. Combien de temps entre, on va dire, le déballage et le premier vol, on va dire, inaugural de la machine? Le premier, avec zéro expérience, il y a eu 18 mois entre le moment où j'ai envoyé l'argent et le moment où l'avion a volé. 18 mois. C'est rapide hein, quand même. Le deuxième a été construit en 12 mois. D'accord. Et quand il a été accidenté, je l'ai reconstruit intégralement en 4 mois, sachant que je travaillais 15-15, donc j'ai été 15 jours parti. Donc en fait, en full time, en faisant que ça 14 heures par jour, en 2 mois, il y avait moyen de faire l'avion. C'est très rapide quand on sait ce qu'on fait. Quand on ne sait pas, voilà. Mais maintenant, c'était 14 heures par jour. Alors si on reporte ça à quelqu'un qui veut faire le samedi matin, entre le moment où il se lève et le moment où il va faire ses courses après-midi, il y en a pour 20 ans. C'est pas pareil. Oui, c'est ça, il faut s'y mettre. Quoi. En heures, c'est 1000 heures, plus que 1000 heures. Maintenant, si c'est 14 heures par jour, 1000 heures, c'est pas beaucoup de jours. Hein. Ouais. Bah, c'est ce que demandait justement, vous avez le droit combien d'heures par semaine, lui demandait. Moi, à l'époque, comme j'étais 15 jours à l'hôtel et pas à la maison, quand j'étais à la maison, et je l'ai construit dans la maison, j'avais qu'à descendre l'escalier pour être dans l'atelier. Finalement, sur ces 15 jours-là, tu travaillais la quantité d'un mois de travail. Quoi. Exactement, même probablement plus pour beaucoup de gens. Mais ça faisait des longues journées. C'était comme ça. Et quand j'étais à l'hôtel, je commandais toutes les pièces pour la fois suivante, pour être sûr. Et si c'était des pièces un peu des dérivées ou je sais pas quoi, il en fallait 10, j'en commandais 100, pour être sûr que j'allais pas être freiné dans les travaux. D'accord. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait que tu rachètes en plus de ce que tu avais reçu dès le départ ou... Ouais. En fait, j'ai déjà la première pièce d'aluminium 2024 dont j'ignorais l'existence du 2024 en aviation, 2024 T3, je l'ai plié, j'étais très content. J'avais une nouvelle plieuse que j'avais payée 2000 euros, qui était une belle plieuse. J'ai plié le truc à 90 degrés. J'étais fier de moi. C'était pour faire sur la dérive. Une des nervures de la dérive. 2 heures plus tard, la pièce était fendue en deux. Et je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le 20-24, il fait des crics quand il a un angle de pliage qui est trop grand, et je ne le savais pas. Alors je suis allé au réparateur d'avions de Luxembourg, le seul, en disant voilà, vous avez du 20-24, parce que je ne savais même pas où ça se trouvait, c'est l'aluminium aviation. Et j'ai expliqué au bonhomme, il m'a dit mais moi je peux vous le faire. Je dis oui, mais si vous me le faites, c'est pas la peine, il y a beaucoup trop de pièces, il faut que je sache. Et il voulait pas me dire, il m'a dit allez, je vous dis quand même, allez chez le magasin de bricolage, acheter de l'aluminium normal, vous le mettez en sandwich entre les deux, dans votre plieuse, et les crics vont être... L'aluminium normal va prendre les erreurs. Va arrondir les angles et ça cassera pas. Et ça n'a pas cassé. Ah ouais, faut le savoir. Et en fin de compte, c'était un truc de mécano. Alors après, j'ai meulé ma plieuse pour que l'angle ne soit plus un angle saillant. Et j'ai plus jamais eu de problème. Mais ce jour-là, j'ai perdu une journée pour faire ma première pièce. Puis en fin de compte, l'aluminium, il m'a dit ça se trouve chez Aircraft Proof aux États-Unis. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais acheter de l'aluminium aux États-Unis en étant à Luxembourg, au milieu de l'Europe? Et en fin de compte, Aircraft Proof, c'est le magasin le meilleur du monde. Au point même que quand on va acheter des pièces dans un magasin en Europe, il y a l'autocollant. Lui, il a acheté chez Aircraft Proof avant.
Il revend ce qu'il a acheté là-bas. Parce que les prix sont imbattables. Si je voulais, quand j'ai acheté les radios, Becker, qui est à 200 km de chez moi, vend des radios beaucoup plus chères que chez Aircraft Pouce aux États-Unis. Parce qu'eux, ils en ont commandé 1000 et ils ont eu le prix sur 1000. Et moi, si j'en veux une, on va me faire payer. Hein. C'est pas pareil. D'accord. Voilà, mais c'est des choses que j'ai appris très rapidement. Et c'est pour ça que j'ai fait le deuxième avion aussi. Parce que c'est trop de choses apprises pour que ça se perde, en fait. D'accord. Et il y a eu d'autres modifications, parce que je me souviens au niveau des roues, tu as fait un changement majeur, on va dire. Non, les roues du kit, la première fois c'était bien, puis il fallait rajouter des freins, parce que à l'époque il n'y avait pas de frein, mais il n'y avait pas de roulette de queue non plus. Alors il y a une vidéo de quelqu'un qui faisait voler un Newport 28, comme ça. Alors il y avait un mec à droite et un mec à gauche, pour une fois que le moteur tournait, pour aller sur la piste, puisqu'il ne pouvait pas tourner. Ah, comme à l'époque, en fait. De roulette de queue, l'avion, il tournait pas. Il y a un mec qui freinait d'un côté, il mettait les gaz, il tournait. Et je dis, c'est impossible, moi j'ai besoin d'être tout seul. Donc on met une roulette de queue, mais s'il y a que des roulettes, ça s'arrête plus l'engin. Parce que derrière, ils avaient une barre qui creusait dans le sol. Donc il a fallu mettre des freins. Et alors là aussi, la personne qui vend les kits disait que c'était une option. Je dis, donnez-moi les freins. Puis il avait dit, oui, mais en fait, j'en ai jamais fait pour cet avion-là. En fait, il avait rien, quoi. Alors j'ai commencé à trouver, c'est pas grave, hein, Béringer m'aurait fait des freins. Il n'y a aucun problème, sûrement les meilleurs freins du monde. Mais à l'époque, j'ai été voir freins d'avion et j'ai vu que pour pas cher du tout, je pouvais acheter chez Matco des roues avec des freins. Des roues genre presque comme de Piper Cub. Et je dis, en prenant la roue et en sciant la roue, j'arrive à avoir une pièce que je peux attacher sur mes roues à moi. Et puis voilà. Ah ouais, carrément. Depuis, beaucoup d'avions d'Airdrome Airplane ont mes roues, hein. Enfin ont mes freins, parce que j'ai envoyé les plans à tout le monde et ça marche très bien et c'est vraiment pas cher comparé à d'autres marques. Voilà. C'est pas l'optimum, Béringer, je gagnerais des kilos, mais bon, on n'est pas là. Donc c'est pas du LM, on peut se permettre d'avoir du pas cher. Enfin, pas du pas cher, parce qu'à la fin, le kit valait $15 000. Je dis, chouette, $15 000, j'ai un avion. Maintenant, je pense que j'aurais pu acheter une Ferrari neuve. Hein. Ah ouais. C'est pas $15 000, de très loin, de très très loin, une très belle d'ailleurs. Hein. Parce que ça commence, puis un moteur à 40 000 qui va à la poubelle, puis un deuxième à 18 000, puis on renvoie des pièces, puis l'entoilage, il y a une partie dans le kit, mais en fin de compte, il n'y a pas. Alors moi, je l'ai fait moi-même. J'ai rapidement compris que le matériel d'entoilage pour un avion complet, c'est 5 000 €. En prenant de la qualité, parce qu'à nouveau, je cherche toujours, c'est ma vie, je suis dedans, il ne faut pas aller à l'économie sur un truc comme ça, il ne faut pas aller au magasin de bricolage acheter des vis. Toutes les vis sont des vis aéro. Il n'y a pas une seule vis du magasin de bricolage sur l'avion. Au moins, ça peut servir. Et quand j'ai eu l'accident à cause de la panne, j'ai vu que les vis aviation, ça pliait bien très très loin, mais que ça ne cassait pas. Que dans ma vie de bricoleur, j'ai vu des vis qui cassaient pour nettement moins que ça. Donc ça vaut la peine. Et puis, c'est pas vraiment plus cher, c'est juste qu'il faut l'acheter aux États-Unis et il faut l'importer. Mais les pièces de chez Aircraft Pouce valent le même prix qu'au magasin de bricolage, sauf que c'est des pièces aéronautiques. Il y a juste que si on veut avoir la certification, il faut un papier qu'ils appellent un Form 1, et là, ça rajoute genre $50 à chaque pièce. Parce qu'il faut mettre le papier à chaque fois, si on veut 3 vis, il faut mettre un Form 1 avec pour 3 vis. Et ça fait que quand on achète un avion certifié, et qui a besoin de pièces certifiées, on doit acheter le Form 1 pour chaque pièce. Alors j'aurais un PR28, très beau, chaque vis me coûterait 50 € au lieu de coûter 20 cents. C'est ce prix-là, quoi. Plus un classeur comme ça des Form 1. C'est le même emballage, c'est exactement le papier, c'est la même vis, c'est juste le papier. Mais bon, c'est comme ça. D'accord. Ok. On va voir quelques petites images en vol, quand même. Ouais, allez, vas-y. Allez, parce que... hop. Déjà, je vais réincruster Thierry ici, hop, et on va mettre des petites images. Alors, voilà. Est-ce que tu peux commenter comment ça se pilote en fait? Quelle expérience il faut en fait? En fait, j'avais pas beaucoup d'heures. J'avais fait à l'époque le train classique où ça n'existait pas. Quand moi j'ai commencé l'aviation, il y avait personne qui était qualifié sur train classique. On prenait un train classique comme on prenait un Cessna 152. Mon premier train classique, c'est quand je voulais faire instructeur VFR, il fallait faire de l'accro, et il y a Catherine Monory qui était venue au Luxembourg pour faire voler des gens sur son 410, enfin le 410 Chronopost de l'époque. Et moi j'ai fait une licence accro sur un 410 sans jamais avoir fait un train classique avant. On m'a pas dit c'est spécial atterri, on m'a dit ça s'atterrit comme ça et on a tous trouvé ça normal.
Voilà, donc j'avais pas beaucoup d'heures. Alors maintenant, quand j'ai construit cet avion-là, il fallait que je renouvelle ma licence pilote privé que j'avais expirée. Et là, j'ai dit, je vais faire ça sur un Piper Cup. Et je connaissais quelqu'un qui en avait un et qui était instructeur. J'ai fait genre 6 heures de Piper Cup. Et me voilà pilote d'essai sur cet avion-là. D'accord. Et en fin de compte, c'est très bien parce que le Sopwith Pup, je l'ai donné à quelqu'un qui a des milliers d'heures de train classique. Il a fait le péter parce qu'il pensait que ça volait comme lui, il savait voler. Ah oui. Et en fin de compte, ce sont des avions qui volent comme eux, ils volent. Donc quand on n'y connaît rien, on y va à tâtons, on réfléchit beaucoup avant de faire une connerie, et ça marche beaucoup mieux que de se dire « Ah, moi, je fais comme d'habitude ». Parce que comme d'habitude, faire un 3 points avec le Newport, ça pourrait aller, mais avec le Sopwith, un 3 points, c'est crash garanti. Il n'y a aucune chance que ça marche. Et les gens qui ont fait toute leur vie des 3 points, bah, ça va mal finir, c'est garanti. Donc, d'accord. Voilà. Mais là, il y a des grandes roues, donc il y a 20 cm de neige, ça passe sans problème. La piste est détrempée, je peux faire une tranchée dedans, ça passe sans problème. Moi, c'est un avion qui vole tout le temps. C'est l'avantage. C'est vrai que vous pouvez... À ces images-là. Mais c'est très joli de voler en hiver, à part qu'il fait très froid, c'est quand même très joli. Il y a la bonne doudoune. Hein. La fenêtre est très petite et il y a un courant d'air qui arrive dans le front entre les lunettes et le casque en cuir qui est rembourré. Et là, c'est quand même quand on mange une glace et qu'on a le cerveau qui gèle, c'est un peu ça qui se passe après quelques minutes. C'est pas tout à fait agréable. Le 11 novembre 2014, j'ai été invité, je crois que ça devait être à Toussus. Et j'y suis allé, il faisait quand même sérieusement négatif pour 3 heures de vol de retour. J'ai découvert le concept que j'avais du mal, les pieds étaient gelés, ils tremblaient, et c'était très difficile d'atterrir l'avion avec des pieds qui tremblent. Ouais. Mais bon, c'est une expérience. Depuis, j'ai mis un petit chauffage pour les pieds. Il y a une arrivée d'air chaud. C'est bien ça, c'est intéressant parce que c'est un avion d'aujourd'hui en aluminium, c'est pas une réplique exacte, c'est une réplique d'un avion de 14-18. Mais tu es en train de nous raconter que tu as vécu les mêmes choses que les pilotes de l'époque aussi. Finalement. Oui, les mêmes choses non, parce que je peux me poser. Je connaissais rien en fait à l'histoire des pilotes de la guerre 14-18. Depuis, j'ai quand même vu des gens, j'ai quelques livres, enfin pas mal de livres. Et je suis allé à beaucoup de commémorations où il y avait un historien qui racontait des batailles, qui racontait l'histoire, et où les gens, mission du jour, on a été là-bas, on n'a pas vu d'ennemis, j'ai eu froid, j'ai 2 doigts coupés, quoi. Et je dis waouh. Et c'était normal. Et les gens en hiver, ils y allaient. J'ai froid, je me pose. De nos jours, les gens le feraient. Mais à l'époque, c'était j'ai froid, je continue et tant pis. Parce que soit je me fais tuer par un ennemi ou par mon chef, mais il n'est pas. J'ai froid, je me pose pas. C'était pas dans l'ordre des idées. Et en plus, ils volaient très très haut parce qu'ils ont très vite compris que pour gagner la guerre 14-18, comme les avions avaient quand même des performances de mobilette face à un vélo, hein, donc nous on fait de la guerre à du 0 à l'heure. C'est très très rigolo parce que en vol, on peut aller très près l'un de l'autre si on veut jouer parce que ça n'avance pas par rapport à tous les autres avions modernes. Bon, à l'époque, c'était les meilleurs. Donc le seul moyen de gagner, c'est de passer au-dessus des autres et de piquer dessus. Et si on est très haut et qu'on est à le soleil, que la personne, l'ennemi... La majorité des victoires, Guillemer et compagnie, tous les grands arts ont gagné en plongeant sur quelqu'un qui n'a jamais vu l'ennemi. Un jeu, il était dans son avion en train de dire qu'est-ce que je fous là, et paf, il avait un morceau qui explosait. Hein. Et c'est comme ça que ça se passait. Les combats tournoyants, c'est extrêmement rare. Et ça, c'est des choses que j'ai vues. Donc en fait, à l'époque, ils devaient voler très haut, donc il y avait moins d'oxygène. Ils étaient déjà sûrement avec un bon mal de tête, une bonne hypoxie, et en plus, ils se les gelaient. C'est clair. Donc là, les images qu'on voit, tu avais installé... Les mecs dans les tranchées à se faire gazer en dessous. Ouais, c'est sûr. C'était là ou l'autre. C'est sûr. Tu avais installé donc des caméras pour faire ce petit vol spécifique. Tu t'es dit, ces jours-là, allez, je mets les trucs en place, on fait une vidéo. Ouais, parce qu'il fait. En fait, très souvent, j'ai mis des vidéos sur les avions. Au début, surtout au début, les premiers vols d'essai. À l'époque, GoPro c'était très cher et pas, donc j'avais acheté plein d'autres modèles pour les vols d'essai parce que ça permet de voir ce qui se passe. Est-ce que le train se tord quand je me pose? Ben, si on met une caméra qui filme le train, on le voit très bien. Et c'est plein de choses comme ça, ça permet de voir. J'ai vu qu'il y avait des vibrations dans le stabilisateur parce qu'un jour, j'avais mis un miroir. J'ai mis un miroir au-dessus de la tête et je me suis dit tiens, mais je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait des vibrations dans le stabilisateur avant de les voir, hein. Et directement
J'ai volé pendant genre 1 an sans le voir et 1 minute après que je l'ai vu, j'étais posé en disant il faut absolument remplacer la pièce, quoi. Ah ouais. C'est des choses, et les GoPro c'est bien, ça permet, et en plus voilà, s'il se passe quelque chose, au moins les enquêteurs ont une belle image, hein, ils savent ce qui se passe, voilà. C'est une aide au BEA. Moi je suis, non mais il faut cacher les choses, ça sert à rien, donc ça fait plaisir à tout le monde, ça fait pas plaisir, mais ça aide tout le monde. Voilà, ça aide, et puis ça... moteur, j'ai mis une vidéo sur YouTube qui explique exactement ce que j'ai eu de A à Z. Et ça embête le fabricant des moteurs, mais tous les autres savent de quoi on parle. C'est clair. Ils ont pu vérifier la même chose sur leur moteur et ils ont les mêmes problèmes. Donc voilà. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous regardent. C'est pour ça. Allez sur YouTube, moi, vous tapez allumé, Newport 28 et puis vous verrez la vidéo de Thierry avec. Ouais, voilà, ces vidéos elles sont sur YouTube, en accès libre, évidemment. Pas, hein. Vous verrez aussi la construction du Sopwith Pup. Voilà, le truc c'est qu'il y a très peu de vidéos où on voit l'avion de l'extérieur parce que comme je suis une équipe de 1, je ne peux pas me filmer de dehors et de dedans. Un jour ça viendra, on aura un drone qui suivra à 50 mètres, mais on n'est pas encore là. Donc... Ouais, ça peut être un projet. Il y a Benny FR33 qui nous dit les images sont magnifiques, donc il y a des fans. Et puis je rebondis aussi sur Run to the Sky qui nous a dit par rapport à la question d'actu tout à l'heure là sur les carnets de vol, il essaie de se connecter là sur Carnet Aéro et c'est gratuit les 20 premiers vols. Par contre ce qu'ils disent pas c'est que c'est 35 € après. D'accord, ok. Donc voilà, vous avez l'info, on vient de le savoir. Merci Run to the Sky pour le partage. Donc voilà. C'est dommage qu'ils le disent pas avant. Eh ben voilà. 35 € et ça marche très bien. 35 €, ça marche très bien. Ça tombe pas en panne, c'est voilà. C'est vrai. Tellement de gens ont perdu leurs données. Et le jour où on fait une carrière aéronautique, qu'on dit j'ai perdu mes données, mais tous mes vols, bonne chance pour trouver du travail. Hein. Ouais, c'est ça. Doria, j'aurais préféré donner une meilleure nouvelle, mais c'est une très bonne nouvelle, Run to the Sky. Après, un peu d'Excel et puis c'est bon, hein. Carnet de vol, c'est pareil. Hein. Oui, mais à nouveau, c'est le genre de choses, les gens vont toujours le reporter à demain et le jour où c'est trop tard, c'est foutu. Hein. Ouais, c'est ça. Je reviens sur le Newport 28, donc tu l'as construit. Donc tu précisais qu'effectivement chaque pièce était certifiée aviation. Donc une fois que tu as construit l'avion, tu as dû le certifier pour pouvoir voler dessus, faire des naves, des meetings, etc. En fait, je connaissais pas du tout le concept, mais avant de construire un avion, il faut appeler l'administration. Je vais même dire maintenant, avant de construire un avion, il faut savoir où est-ce qu'on va le mettre. En France, au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique. Il faut appeler l'administration de l'endroit où il va être, pas de l'endroit du propriétaire, parce que moi j'ai un avion immatriculé au Luxembourg qui vole en France, c'est un gros problème, et probablement que le Newport avant la fin de l'année sera français. Et parce qu'un ingénieur de chez Airbus, le beau-père de la personne qui vole sur le Pup avec moi quand je vais en meeting, a passé des centaines d'heures à reconstruire l'avion informatiquement pour pouvoir faire des tests structurels sur ce modèle-là. D'accord. Parce que la DGAC a des exigences que le Luxembourg n'avait pas. Et c'est très compliqué. Donc, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on va le faire. Ensuite, une fois qu'on a pris ça, à Luxembourg, on m'a dit commencez par demander une immatriculation avant d'acheter une vis. Hein. Ok, j'ai demandé, ce sera un Newport, LXNIE pour Newport. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est libre. Ok, adjugé. Et en partant de là, on peut facturer. Parce que l'immatriculation, c'est les factures. Et alors après, on va venir voir, avant que vous commenciez, à quoi ressemble votre atelier. Parce que si ce n'est pas un atelier qui ressemble à quelque chose, on va dire, monsieur, c'est pas la peine. Parce qu'eux, ils s'engagent, en fait. Donc, ils sont venus voir l'atelier, voir si j'avais des compétences. Bon, on raconte ce qu'on veut, hein, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Hein. Puis alors après, quelques mois plus tard, très vite, par rapport aux autres constructeurs, ils sont revenus pour voir le mi-construction. Et là, ils étaient très satisfaits parce que c'était bien. Et surtout, j'avais déjà des vidéos à leur montrer. Et si vous voulez voir la construction, tout était filmé à ce moment-là. Hein. Et ensuite, ils sont venus voir une fois avant l'entoilage. C'était à la fin de construction. Et ensuite, avant le premier vol, pour voir que le moteur marche et que tout leur plaisait bien. Et ça, c'était... Voilà. C'est beaucoup d'étapes. En fait, dans la construction, quand on était un peu pressé comme moi, surtout pour le deuxième, j'ai dû attendre longtemps les rendez-vous. Parce qu'ils ne viennent pas demain. Il faut avoir le rendez-vous. C'est des petits détails. Mais bon, c'est comme ça aux États-Unis aussi, c'est comme ça. Et en France aussi, c'est comme ça. Il y a l'OSAC qui s'en occupe. C'est l'avantage d'être membre du RSA pour la France. Ça permet d'avoir directement des interlocuteurs qui peuvent guider dans ce domaine-là. Moi, je suis à Luxembourg, j'ai trouvé tout seul, entre guillemets. Ouais, donc les conseils à donner, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc les vendeurs, là, souvent aux États-Unis,
c'est de se rapprocher des, comme tu disais aussi aux États-Unis, l'association des constructeurs amateurs là, qui ont construit aussi des avions comme ça. Là, le RSA, ce que tu viens de dire aussi. Et c'est payant ces visites là de la DGAC ou quand? Genre, chez moi, c'était genre 700 € pour dire bonjour. Hein. Oh, Voilà. c'est un bonjour qui coûte cher. D'accord. Oui, voilà. Et à la fin de l'histoire, la Ferrari est nettement moins chère. Hein. Aucun doute possible. Hein. D'accord. Mais bon, à nouveau... Si tu le passes justement en avion français, tu vas l'immatriculer en Fox Papa, en fait, en avion de constructeur amateur, pour justement avoir cette capacité de faire ton entretien toi-même avec moins de déclarations. c'est obligé. Ouais. Ah ben c'est obligé, parce que si c'est pas moi, personne d'autre connaît mieux l'avion que moi. Donc ça m'énerverait beaucoup de voir quelqu'un m'expliquer ce que je dois faire sur cet avion-là. Ça va mal se passer, c'est sûr. Ouais. Surtout qu'à nouveau, je fais les choses du mieux que possible, hein, c'est-à-dire parce que il y a toujours quelqu'un qui va expliquer comment on attache deux tubes ensemble et comment on a une idée bizarre. Or que si on regarde les vidéos américaines, ça commence toujours « Salut, je m'appelle Robert, je suis inspecteur à la FAA sur la construction de cette pièce-là. » Alors moi, je vous le dis, en tant qu'inspecteur, voilà la seule bonne façon de le faire. Et en fin de compte, si on voit toutes les vidéos, on fait tout de la bonne façon et c'est beaucoup mieux que celle du copain qui sait comment on fait. Voilà. Ouais. Les bonnes idées, c'est bien, mais la bonne méthode dès le départ, ça permet quand même de le faire juste. Ouais. D'utiliser tout le retour d'expérience de l'aviation qui a dit que voilà la bonne méthode sur le retour d'expérience. Ouais. Parce qu'autrement, on a chacun ses bonnes idées, le bon sens paysan, mais il n'y a pas le retour d'expérience sur ça. Il y a des fois, c'est un peu bizarre, mais à la fin, si on met deux rivets l'un à côté de l'autre, il y a une règle qui dit à combien de millimètres ou centimètres ils doivent être écartés les uns des autres. C'est pas genre un coup d'œil. Ouais. D'accord. Le coup d'œil, c'est sûrement bon, parce qu'à la fin, c'est prêt. Mais il y a des gens il y a une vidéo qui explique exactement la règle. D'accord. Voilà. D'accord. Et si on met un rivet sur de l'aluminium, on met dire je vais acheter les rivets les meilleurs du monde pour attacher mes tubes en aluminium. On prend la pince à riveter pneumatique, je tire un coup et le rivet va totalement arracher l'intérieur de l'aluminium. Parce qu'il est le meilleur du monde. D'accord. Avant de casser, il va juste foutre en l'air tout l'intérieur du tube. Et il faut comprendre que faut le bon rivet, celui qui tienne au maximum sans détruire la pièce. Ouais, bien sûr. Et c'est les choses qui sont expliquées aussi. Là, à nouveau, j'avais l'avantage du job où j'avais le temps de regarder, de m'instruire avant de le faire. Et il t'est arrivé de faire un truc en disant « Ouh là, ça va pas du tout, il faut que je reprenne et que je refasse ?» Ça a dû arriver, je vais dire, je m'en souviens plus, mais ça a dû arriver. Surtout, déjà le premier pliage, hein, c'est clair. Ouais. Le tout premier pliage, c'est d'entrée de jeu. Hein, ça avait cassé la pièce. Mais à nouveau, c'est dès le départ où c'est arrivé, ça m'a lancé dans le concept qu'il fallait que je m'instruise avant de commencer. Et à l'hôtel, je me creusais les méninges pour savoir les 15 prochains jours ce que j'allais faire. Et aussi, je commandais d'avance. Par exemple, dans le kit, il y a des tubes pour faire les nervures. C'est un tube qui est plié. Alors, on fait un gabarit en contreplaqué. Alors, il y en a qui disent on peut le faire en bois pas trop cher. Rapidement, on comprend que le meilleur contreplaqué est très très cher. Il permettra de plier 50 pièces sans qu'il s'abîme. Que l'autre, il va falloir refaire le moule ou le gabarit 5 fois et ça sert à rien. Voilà. Maintenant, les gabarits que j'avais à l'époque, ils sont toujours dans mon atelier. Ils sont pleins de poussière, mais je peux encore faire 2 avions avec. Il n'y a pas de souci. Vaut mieux viser la qualité dès le départ. Et ça, on comprend très vite. D'accord. Aussi. C'est logique en même temps. Les tubes. Ouais, je disais par exemple les tubes des nerveux, ils étaient un peu courts. Hein, quand j'ai plié le premier, j'avais le bras de levier il manquait 2 cm. J'ai directement, avant d'attaquer l'aile suivante, j'avais commandé tout un stock de tubes pour refaire tous les tubes à la bonne plus grand. Vaut mieux les faire plus grands et les couper parce que un tube en soi c'était $5, $6. C'était pas cher, entre guillemets. Par contre, le temps, si je vis là et je dis maintenant je suis arrêté, c'était pas comme ça que je voyais les choses. Je m'étais lancé dans un projet guerre 14-18. J'ai dû commencer en 2011 et je me suis dit il faut que ce soit fini pour la guerre 14-18, pour le 100e anniversaire. Et fini. Puis en fin de compte, il a volé en 2012 et puis 13-14, ça arrivait très vite. Parce qu'à nouveau, j'ai eu les problèmes de moteur et compagnie. Il a fallu tout s'est réglé. 14, c'était bon là. D'accord. Et cette adaptation de moteur, ça n'a pas été trop difficile
Le centrage, etc. Non, le centrage, le poids était le même, donc ça, c'était pas du tout compliqué. Mais par contre, il fallait faire un bâtimoteur. J'avais jamais fait de bâtimoteur. À nouveau, vidéo, comment est-ce qu'on fabrique un bâtimoteur? Parce que ça a pas l'air du tout comme ça. Et en fin de compte, c'est pas du tout difficile. Il faut juste regarder la bonne vidéo. Et là, acheter le bon tube. À nouveau, quel est le meilleur tube pour faire des bâtimoteurs? On a directement la référence. Aircraft Pouce commande le meilleur tube aéro pour faire un bâtimoteur. Alors, par contre, je savais pas souder parce que je m'étais toujours dit, c'est de l'acier, ça. Souder, ça va pas ensemble. Hein. Il suffit d'un seul coup dans l'œil et on a perdu son médical pour la vie. Bon, depuis, il y a des masques qui marchent très bien, qui garantissent que ça n'arrive pas. Mais pour le Newport, quand j'ai changé le moteur, j'ai dû trouver quelqu'un qui allait me le souder. Et là, je voulais quelqu'un qui soude bien, pas le copain plombier. Il y en a des très bons, mais il faut être sûr. Et là, quelqu'un qui connaissait quelqu'un a trouvé un mec qui pouvait me le faire. Je lui ai téléphoné le lundi, le mercredi, j'avais la pièce finie. Hein. C'était réglé. Et après, pour le peuple, j'ai acheté un poste à souder, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Parce que je me suis dit, bon, en fin de compte, c'est pas si difficile que ça. J'ai regardé des centaines d'heures de vidéos comment on soude, et puis c'est faisable. En fait, tu es autodidacte sur beaucoup de choses. Oui, surtout. Sur l'avion, surtout, puisqu'il y a 100% de l'avion, j'ai fait. Donc, ça va l'entoilage, l'installation électrique, les commandes, raccorder les antennes, les tuyauteries, toutes les tuyauteries d'essence, d'huile et compagnie du moteur, c'est de l'Aeroquip 606, c'est du tuyau d'aviation. Alors, comment on peut l'acheter, hein, si je veux mon tube de 15 cm acheté, je vais le payer 300 €. Si j'achète le tube, c'est 5 € du mètre et chaque tête va coûter 10 €. Alors on est ou 20 € si c'est plus grand. À la fin, on n'a rien à voir, quoi. C'est 50 € ou 30 € ou 300. Donc vaut mieux savoir. Et à nouveau, il y a une vidéo qui explique comment on le fait. Parce que il y a aussi des modes d'emploi qui expliquent que le tube aéro, par exemple, faut le scier. On montre une scie. C'est impossible à scier parce qu'il est blindé. En fait, il faut prendre une meuleuse d'angle pour le couper, mais c'est pas ça sur le dessin ni sur le mode d'emploi. Et ça, par contre, si sur le site de constructeurs américains, il y a un gars qui dit voilà le bon moyen de le faire, et c'est facile. D'accord. Voilà. Bah, présenté comme ça, c'est vrai que ça a l'air simple. Bah ouais, bah oui, mais il faut que ce soit simple parce que justement, on va revenir à la question là, qui va arriver là, de MLN 208. Ouais, alors voilà, justement, il y a des petites réactions dans le chat. Il y avait Kimi qui commence, qui dit c'est sûr que sans le médical, il parlait justement du poste à souder, il n'y a plus de nuit d'hôtel pour réfléchir. Donc bravo Thierry, impressionnant. Bah oui. Lord Gibus qui te conseille d'essayer, alors je connais pas, de nouveaux postes à souder au laser. Avec l'avantage c'est qu'il chauffe quasiment pas la pièce et hyper rapide. Et le top pour l'aluminium, nous dit-il. Oui, sauf que bon, j'ai plus d'avion en construction tout de suite là. Maintenant, j'en ai un dans la tête qui attend, hein, mais mon nouveau job, j'ai fini les 15 jours à la maison et 15 jours, maintenant j'ai droit à 8 jours par mois à la maison, et là il n'y a plus le temps pour rien faire. Voilà. En plus j'ai un enfant, c'est fini, déjà les meetings aériens, c'est devenu, si c'est pas dans ces dates-là, c'est plus possible. Donc voilà, le prochain avion, ce sera malheureusement nouveau boulot ou retraite. Hein. Ça vient vite, hein, encore 5 ans. Ok. Et c'est quoi alors ce nouvel avion? On verra. On va pas en parler, on ne parle pas des choses tant que c'est pas... Tant que c'est pas signé. Un F-18, Viren to Sky. C'est vrai, d'après ce que Thierry nous raconte, il pourrait facilement nous construire un F-18. Ou un F-14. Dans le garage. Ouais, F-14 c'est compliqué. Hein. C'est très joli comme machine, mais c'est déjà là, ces avions-là, je passe beaucoup de temps à faire de la maintenance préventive, à tout regarder tout le temps. Puisqu'à nouveau, il n'y a pas de recul sur le vieillissement. Mais quand on construit des machines un peu plus complexes, c'est encore beaucoup plus complexe. Hein. C'est clair. Réaction de MLN 208 et question en même temps. Émerveillé par votre passion, compliment. Transmettez-vous votre passion à vos proches ou à d'autres personnes? Alors, je vais répondre pour la fin là. Oui, il transmet à d'autres personnes. Toi? J'en suis une. Ok. Mais à nouveau, moi personnellement, je dis absolument pas, mais les vidéos de construction, oui. Les vidéos que j'ai faites, la construction des 2 avions, le vendeur de kit, directement, ça lui a donné un coup de pub, ça montre qu'une seule personne peut le faire. Et en plus, très souvent, je reçois des mails des gens en disant voilà, je suis en train de construire là,
et on parlait les freins, les trucs, les pièces, les machins, comment je fais. Et puis maintenant, au début, j'ai passé le temps. Maintenant, j'ai un fichier prêt envoyé sur toutes les pièces. Hein. Voilà. Ah bah oui. Des explications complètes. Référence. Voilà. Voilà. Les freins, ça marche comme ça, avec là où il faut les acheter, hein, les pièces. C'est facile. Est-ce que tu sais combien il y a de Nieuport maintenant construits, entre guillemets, grâce à toi? Parce que tu nous as dit que tu étais le deuxième à en avoir construit dans le monde. En fait, non, parce qu'à nouveau, j'attends le jour où j'aurai un emploi où je peux aller où je coche. Parce que là, je verrai le bonhomme et on aura une grosse discussion et on ira manger un bout, c'est sûr. Ah oui, Mais, bah oui. je connais le Pascal en question du tout début de l'histoire qui avait construit son Blériot, le connaît très bien. En fait, donc lui, il va au coche chaque année parce qu'il professionnellement, il a plus de chance que moi. Donc, il y va absolument chaque année, il le voit chaque année et voilà. Mais moi, je ne vais pas l'appeler pour savoir. On m'a dit fatalement que ça aide. Et puis surtout, les autres construisent chaque fois, ils me disent « Ah, j'ai vu la vidéo » et ils me posent des questions sur ce qu'ils ont vu, donc ils vont regarder. Parce qu'il y en a très peu en fait. Si on va sur YouTube, des gens qui construisent un avion et qui se filment de A à Z, il y en a très peu. Beaucoup de gens font des photos de construction, mais pas... Moi, j'avais une caméra qui me filmait en permanence, une demi-seconde toutes les 30 secondes. Et quand j'étais à l'hôtel, à nouveau, je filtrais ça et je gardais 2 images par 30 secondes, une image. Ce qui fait que la vidéo, ça va très vite, mais si quelqu'un veut voir comment j'ai m'y arrivé, il verra pas. Il verra pas, ouais. Qui manque. Ouais. S'il n'a qu'à faire pause, il y aura l'image où je le mets, parce que c'est pas, il y a pas, j'enlève pas des grosses parties. Il y a tout. D'accord. On ne le voit pas. On va saluer Asgard qui vient d'arriver, nos amis belges qui arrivent avec 30 personnes. Merci Asgard pour le raid. Et merci à tous. On est avec Thierry Roussel qui est fabricant de son avion de 14-18, une réplique. Et on va voir une autre vidéo d'ailleurs tout de suite. Allez. 3e vidéo envoyée par Thierry. Hop, j'incruste Thierry ici. Et on lance la 3e vidéo que tu peux nous commenter. C'était pour une commémoration ça. Ah, c'est pas une commémoration, ça, justement. Ah. C'est pas du tout une commémoration. J'avais fait des commémorations jusque ce jour-là. Ça, c'est l'année dernière. En fait, en 2022, ils ont trouvé un soldat américain mort dans un champ de bataille. Enfin, ils ont retrouvé des os et des parties d'uniforme. Et ils étaient certains que c'était un soldat américain. Et ils ont dit, on va lui faire un enterrement officiel. Donc, c'était en France qui est enterré le dernier soldat américain retrouvé de la guerre 14 sur un champ de bataille. Parce qu'il n'avait jamais été enterré avant. Ouais. Ah oui. Si on était... Donc, en fait, pour le moment, c'est le dernier mort de la guerre 14-18 enterré. Et moi, ils m'ont contacté en disant, est-ce que vous ne pourriez pas participer à ça? Parce que je représenterais à moi tout seul l'US Air Force et l'US Navy, puisque à l'époque, il n'y avait pas ça. Il y avait juste des avions qui volaient, ils n'avaient pas encore inventé la séparation. Et donc, j'ai participé au dernier enterrement d'un soldat américain de la guerre 14-18. C'est fou, ça. Qui n'est pas une commémoration. Les gens qui organisaient ça, c'est le cimetière d'Arlington aux États-Unis. Ils m'ont dit, il y a votre photo avec l'avion, c'est la fin de la guerre 14-18 pour le moment. À moins qu'on en trouve un autre. Mais la fois avant où vous avez fait ça, c'était dans les années 70. Et c'est aussi au cimetière qui est à côté de Château-Thierry, qui est un des plus gros cimetières américains de la guerre 14-18. Et là, c'était dans les années 30, la dernière fois qu'ils avaient enterré quelqu'un. Ah oui. Pour eux, c'était un grand événement. Et pour moi, de toute façon, j'ai dit à mon employeur, je dois être libre ce jour-là. J'ai présenté autrement. Je dis, je serai libre ce jour-là. La question est de savoir, est-ce que je travaille chez vous après ou pas? Voilà. C'est un levier de négociation comme un autre. Hein. Alors, il faut dire que l'avion de Thierry... De toute façon, voilà. Il faut dire que c'était... Quand on voit Maverick qui se fait enterrer, Iceman qui se fait enterrer dans le dernier Top Gun, les F-18, c'était moi tout seul. Hein. Mais c'était une expérience très... Voilà, pour moi, c'était très émouvant. C'était en plus timé, il y avait un timing, c'était très... J'ai tourné 1h30 pour faire le passage, qui n'était pas prévu, parce qu'eux, ils avaient du retard. Par exemple, c'était au point qu'il y avait 9 caméras sur l'avion, il en restait 2 à l'arrivée, parce que toutes les batteries étaient mortes. Ah, ouais. Il y a eu beaucoup d'angles différents, mais malheureusement, pas de chance. Les GoPro, elles n'aiment pas rester longtemps et je n'avais pas activé le Wi-Fi pour les couper, donc pas de chance. Je vais préciser pour ceux qui nous regardent. Alors, la raison pour laquelle les Américains ont certainement fait appel à toi, c'est qu'en fait, c'est un Nieuport 28 avec une déco américaine, en fait. Alors, si on regarde bien, à l'époque, les cocardes américaines, c'était du bleu, blanc, rouge, ronde, avec le blanc à l'intérieur, en fait.
Ah, les Anglais, la c'était question rouge et bleu. de Benny qui dit est-ce que c'est une signification particulière? C'est un Springbok, l'emblème? Alors, l'emblème, c'est un âne qui... C'est un âne. C'est un âne qui rue. Qui rue. Alors maintenant, l'âne qui rue, c'était à l'époque, bon, chacun avait ses petits animaux, donc l'âne qui rue était une bête méchante si on vivait dans la ferme. Donc pour eux, ça représente quelque chose de méchant. Mais l'escadrille, qui est la 95e escadrille, existe encore. Et si on regarde le film Midway, parce que le film Pearl Harbor est un peu faux, les gens qui décollent du Hornet pour aller bombarder Tokyo, la moitié des gens sont de la 95e escadrille, ils ont un âne sur leur veste. Ouais. D'accord. Donc, au point même que la personne qui va au Oshkosh chaque année, a vu un des pilotes qui a fait le raid de Tokyo, du raid Doolittle, et lui expliquer ce que j'avais, et j'ai un âne signé par un des pilotes, un de ceux qui étaient dans les avions du raid Doolittle de l'époque ici. Ah oui. J'ai comme souvenir quelque chose d'extraordinaire. Donc, bah oui. Voilà. Et sur un avion, un Newport 28 de la même escadrille, avec aussi l'âne, il y a le fils de Theodore Roosevelt, qui s'appelle Quentin Roosevelt, qui est mort le 14 juillet, ça doit être 1917, juste à côté. Et j'avais participé à la commémoration de la mort de cette personne-là. D'accord. Et c'est à cause de ça parce que j'étais en meeting à Épernay, qui est juste à côté, et quelqu'un du cimetière américain est venu me voir, vous ne pourriez pas venir, attendez, vous me le dites, je suis là. Ouais. C'était en plus le lendemain du meeting, j'étais là, j'y suis allé directement, et voilà. Bon, maintenant, les autorisations administratives de l'opération, je n'étais pas trop au courant de ce qu'ils avaient fait, mais en fait, comme là, c'est totalement militaire américain, le cimetière est un territoire américain, donc ils ont tout organisé sous couvert de l'armée américaine, comme si je faisais partie de l'armée américaine. Ouais, c'est très bien. Mais bon, voilà, pour moi, à ce qui paraît, si je vais à Arlington, il y a ma photo avec mon avion. Moi qui ai construit mon avion tout seul dans mon garage, dans mon atelier à la maison, c'est bien. Je me retrouve dans des situations qui sont extraordinaires. J'ai vu un Premier ministre, j'ai vu des gens, en faisant des commémorations comme ça, j'ai vu des gens que j'aurais jamais vu. Le plus haut chef de l'armée de l'armée du Canada était à Vimy pour le 100e anniversaire de la bataille de Vimy. J'étais là aussi. D'accord. Et j'ai vu des choses. Voilà, j'ai rencontré des gens partout. Il y a beaucoup d'endroits sur Terre où je peux aller. Il y a quelqu'un qui dit je suis Thierry de cet avion-là, mais venez, c'est sûr. Ouais, t'es invité, voilà. T'auras ta place à la table. C'est une expérience. Ça fait des souvenirs pour beaucoup. Hein. Donc en fait, juste préciser pour ceux qui sont arrivés avec le raid d'Asgard, parce que là ils sont en train de voir des images d'un enterrement. C'est un enterrement d'un soldat de la Première Guerre mondiale qui a été retrouvé et dont Thierry a fait le vol demandé par les militaires américains pour l'enterrement de ce soldat qui a été retrouvé, donc le dernier mort de la guerre 14-18. Et c'était en quelle année? C'était il y a un an. Il y a un an. 8 juin de l'année dernière, il y a juste un an. Voilà. Donc là, ils vont ouvrir le drapeau et ils vont attendre que je passe pour finir d'ouvrir pour le drapeau. Donc il y a un moment où tout le monde m'attend. Hein. Et il y a quelqu'un qui a une radio avec moi en me disant sois là dans 20 secondes. Genre oui, avec un avion qui avance 35 nœuds face au vent, 70 sans vent, c'est assez compliqué. Donc il va attendre un peu plus longtemps que ce qu'ils auraient voulu. Mais bon, et là, l'endroit, je ne vois pas les gens. Ouais. Je sais entre quels arbres ils étaient, parce que j'avais repéré le truc avant. Donc je dois survoler exactement un truc sans rien voir du tout. Ouais. Parce qu'à nouveau, le Newport 28, il n'y a pas de visibilité du tout devant. Donc une fois que j'ai pris mon axe, je vise un arbre dans une forêt derrière le cimetière. Ouais. Et je m'y attache à mort. Et à la radio, il me dit un peu à droite, un peu à gauche. Mais ça, c'est très bien, c'est vraiment bien goupillé. Apparemment, j'étais exactement au-dessus d'eux. Donc là, on voit juste à ce moment-là. Mais bon, c'est une expérience pour la vie, quoi. C'est un souvenir. C'est clair. Je vais dire, peut-être qu'un jour, je vais à Arlington juste pour voir ça, quoi. Pour dire, tiens, c'était moi. Entre guillemets. Et tout ça en partant de tout au début de l'histoire, comme je disais, je cherchais un kit au hasard. J'ai choisi cet avion-là au hasard. Et puis voilà. Ah, c'est une belle aventure, hein. Ah ouais. D'ailleurs, il y a un des pilotes de la guerre 14-18 américain qui va changer de cimetière. Il est dans le cimetière, ils vont l'enterrer dans un autre cimetière. Et au mois de septembre, ils m'ont demandé si je pouvais être là. Alors malheureusement, moi, je ne pourrais pas y être, mais Paul, qui vole
qui est la personne qui m'accompagne en meeting, va emmener l'avion. Donc l'avion va aussi participer à ça, mais c'est un changement de cimetière, c'est pas un enterrement en partant de rien. Ouais. Est-ce que, donc là, on va parler un peu de l'avenir. Ta prochaine prestation, on va dire, c'est Mémorial de Verdun, c'est ça, début juin? Non, c'est Chamblay ce week-end. Ah, c'est ce week-end-ci. Oui, vendredi, donc après-demain, je vais faire le vol d'entraînement à Chamblay et samedi, c'est meeting à Chamblay. D'accord. Un très gros meeting. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les meetings aériens, ils ont la patrouille de France et les Red Arrows, la patrouille anglaise. Ah oui. Les deux ensemble, c'est on en a pas parlé, depuis très longtemps. Et les Red Arrows, je dis, on peut aimer la patrouille de France. Moi, je les ai vus une fois. J'ai trouvé que ce qu'ils faisaient, c'était pas mal non plus. Hein. C'était même un peu plus tendu, on va dire. Voilà, donc je me fais une joie de les voir. Et le week-end suivant, ce sera Verdun. Malheureusement, je ne serai pas là puisque je suis au travail, mais c'est Paul qui aura le droit d'emmener les deux avions ensemble. Ouais. Il va faire, parce que Verdun, c'est à 30 minutes de Montgard, donc il va emmener un avion, il va faire la démonstration, il va revenir, il va prendre l'autre avion, il va faire la deuxième démonstration, il va faire ça 2 fois. Hein. D'accord. Il va avoir une journée intéressante. Ouais. Ça me fait penser à l'histoire du pilote américain en Birmanie, des tigres volants, où il allait descendre des Japonais, après il revenait se poser, il peignait sa casserole d'hélice d'une autre couleur pour faire croire aux Japonais qu'il y avait plein d'autres avions en fait différents, mais en fait c'était le même avion. Quoi. Bon, en fait c'est pas tout à fait pareil, mais c'était une belle histoire. Oui. Alors, petite question de Lord Gibus qui demande s'il y a une démo prévue pour les 80e du débarquement. Je sais pas le bon avion. Voilà. Pas la même période. Entre guillemets, moi je suis 14-18, voilà, je connais plein de gens qui ont des avions pour la guerre suivante, il n'y a pas de souci, mais moi c'est pas le cas, donc voilà. Donc, on répond aux questions du chat. Hein. Si vous avez des questions à poser à Thierry, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, et évidemment on les relaie avec plaisir. Hein. Bah oui. Il est quelle heure là? Ouais. Là, il est 16. Tu veux faire la... On peut encore poser... on débat encore pendant 5 petites minutes et ensuite on tourne la dernière page de l'émission. Ouais, ça marche. Ça vous fait terminer vers la demi et comme ça on rattrape les 20-25 minutes du départ. J'ai vu Thierry qu'il y avait une vidéo d'un mec qui construisait un Sopwith Camel sur YouTube. Est-ce que tu le suis? Tu l'as vu, non? Non, j'ai pas vu. Je connais plusieurs dans ces kits-là. Je connais plein de personnes qui ont construit un Sopwith Camel aux États-Unis, dont un qui est un docteur qui s'appelle Russ Turner, qui a commencé par un Sopwith Camel du kit Aerodrome Airplane et ensuite il a fabriqué un vrai Sopwith Camel. Ah oui. En achetant les plans chez Ripley Craft, qui est un vieux monsieur qui s'amusait à refaire des plans de la guerre 14-18 en utilisant tout ce qu'il pouvait trouver comme documentation. Il vend même des morceaux de toile avec la couleur d'époque. Et en utilisant ces plans-là, il a construit un vrai. Il a même acheté un vrai moteur, un moteur rotatif de l'époque. Enfin, parce que Peter Jackson, qui est le réalisateur de Lord of the Rings et King Kong et compagnie, est un passionné d'aviation de la guerre 14-18. Ouais. Et en Nouvelle-Zélande, à Omaka, il a toute une industrie de construction d'avions de 14-18, y compris de moteurs. Donc on peut acheter des moteurs neufs de réplique qui fonctionnent de l'époque. Donc le Ross en question, lui, maintenant, il fait voler un Newport 28, un Sopwith Camel du kit Aerodrome Airplane, mais il fait aussi voler un vrai. C'est une copie. Donc, pour les Américains, il y a des répliques et des reproductions. Donc, moi, ce que j'ai, c'est une réplique. Et la reproduction, ce serait un avion à l'identique. D'accord. En bois, avec toutes les ferrures coupées. Donc là, j'ai relancé la vidéo de la construction, puisqu'on vient d'avoir encore un raid de la capitainerie qui arrive avec 100 personnes. Merci, le capitaine, d'arriver. Donc, on est avec Thierry. Que vous voyez ici, là, en dessous de nous. Et on le voit également à gauche, puisqu'il a construit son avion. De 14-18. Voilà, de 14-18. Et vous le voyez en train d'assembler en time-lapse. Voilà. Donc, 18 mois. Ouais, la première fois. Oui, 18 mois pour la première, donc c'est celle-ci. Et après, il s'est optimisé avec le temps. Donc, si vous avez des questions à poser à Thierry, si vous voulez construire un avion ou un bateau, parce que peut-être que ça peut aller aussi, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Ouais, donc c'est Scott Matthews qui construit Sopwith Camel, là. Je sais pas si... Tu tapes en France, je sais qu'il y a quelqu'un qui avait construit un Sopwith Camel il y a 5-6 ans, qui avait passé pas mal d'années. Le premier vol, c'était fini. Ah, ouais, d'accord. Et ça, j'ai même fait une vidéo sur comment atterrir les avions.
parce que beaucoup de gens ont construit des avions, ils les ont cassés au premier atterrissage parce qu'ils essayent de faire leurs 3 points qu'ils ont fait tous les autres jours de leur vie. Ouais. Et malheureusement, sur mes avions, c'est totalement incompatible. Et ça en a aidé quelques-uns. C'est sûr, parce que c'est très triste de passer autant de temps et d'argent pour le crasher au premier vol, au premier atterrissage. Et ça arrive très souvent. En fait, il y a beaucoup de gens qui passent des années à construire un avion et puis ils se tuent parce que les années qu'ils construisent, c'est les années qu'ils pilotent pas. Ouais. Et c'est pas, il faut les deux. Ou alors ils prennent le pilote d'essai qui est le bon copain, qui lui a des idées très précises de ce qu'il rêve ce qui se passe, et qui n'a pas l'esprit ouvert de vivre, de faire voler cet avion-là comme cet avion-là doit voler, et pas comme eux ils ont fait tous les jours. Et ils cassent aussi les avions. Mais ça est triste, mais ça fait partie de l'histoire aussi. De l'apprentissage. Le bon pilote d'essai est difficile à trouver. C'est un peu ce que je dis à mes élèves. Hein. Nous, on est obligé d'apprendre à voler. L'avion, lui, non. Lui, il est né pour voler. Hein, donc, sauf que chaque avion est différent. Et donc, ça au pilote à s'adapter, en fait, à l'avion. Hein, c'est clair. Donc là, on voit évidemment l'assemblage. J'ai vu passer... Ah oui, c'est Dennis de Power qui vient d'arriver. Découverte de la chaîne via Aldo. Donc, merci à toi. Et puis, donc finalement, est-ce que tu es FI dans l'aviation légère ou pas du tout? Ah non, j'ai été instructeur, puis un jour, il y a les JAR FCL. Hein, dans nos vies de pilotes qui ont plus que 20 ans, l'aviation a changé beaucoup de fois entre National, JAR FCL et ensuite EASA. Et un jour, on a reçu un mail en disant, voilà, j'étais instructeur au Luxembourg, et j'étais pilote de ligne sous licence belge. On m'a dit, vous avez le droit d'en avoir qu'une. Laquelle va à la poubelle? Bah, c'était vite vu. Hein. Ouais. Et voilà, donc j'ai tout perdu à ce moment-là. D'accord. Mais finalement, tu contribues de distiller de la pédagogie sur vol d'avions anciens aujourd'hui. On peut dire ça comme ça. Ouais. Ok. On salue Cyber qui vient d'arriver. Un petit coucou et un shoot out à elle. Merci beaucoup. Et puis... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je suis en train de reprendre parce qu'il y a eu beaucoup de... Ah oui, ici, Lord Gibus qui dit, est-ce que ça t'intéresserait d'électrifier peut-être plus tard un avion comme ça? C'est-à-dire électrifier. De le passer en avion électrique. Avec des batteries. Ah non, moi je suis pour le réchauffement planétaire déjà. Hein. Bien. Il pleut beaucoup. Donc pas du tout. Ensuite, parce que c'est à la mode. Hein. J'étais au meeting de Strasbourg il y a, je sais pas, 3 ans, un truc comme ça. Et il y a un pipistrel qui arrivait d'Haguenau, genre d'inautique. Et il a dit, il a fait le vol, il devait faire un vol de démonstration de 5 minutes et après, il a dû pousser l'avion jusqu'au groupe électrogène en disant oui, mais si je continue encore 5 minutes, ma batterie suffira pas. Et dès qu'elle est en dessous de X%, l'avion ne peut plus voler. Et je dis, bah, c'est bien. Pour un vol d'inautique, c'est pas mal. C'est un style. Non, il n'y a pas photo. Mon point de vue, l'énergie de l'essence est quand même vachement mieux. Maintenant, Porsche veut régler son problème d'essence en faisant de l'essence artificielle, en partant de CO2 récupéré et d'énergie. Et cette essence-là sera neutre en carbone par définition parce qu'elle dépendra de l'énergie qu'on a utilisée pour la refabriquer. Donc le plus simple pour toute l'aviation, ce serait d'utiliser de l'essence qui soit faite par cette méthode-là, parce qu'elle est neutre en carbone dès le départ, et elle utilise la technologie qui marche. L'hydrogène ne m'enthousiasme pas du tout en tant que pilote de ligne, parce que des avions qui perdent de l'essence, le 737, je l'ai vu plusieurs fois, l'Embraer, je l'ai vu plusieurs fois. Tous les Cessna que j'ai volés dans ma vie, il y a eu un moment où il y a des gouttes d'essence qui partaient partout. L'hydrogène qui fuit, ça peut pas bien se passer, et l'hydrogène a plus facile à fuir que l'essence. Donc, ça va mal se passer. Donc l'électrification, c'est beaucoup de batteries pour des gadgets. Si le but c'est de sauver la planète, il faut le faire intelligemment. Et on peut fabriquer de l'essence neutre en carbone. Donc c'est idiot de viser autre chose. Pendant la guerre 40, les Allemands n'avaient pas de pétrole. Ils ont fait la guerre 40 avec de l'essence artificielle. Hein. Ça se fabrique de l'essence artificielle. Évidemment, c'est plus cher que de l'essence bêtement récupérée du pétrole et un peu distillée gratuitement au fond de la terre, et tout le reste, c'est du bénéfice. Mais on sait le faire. Et comme on sait le faire, il suffirait de le faire. Je pense que c'est ce qui devrait arriver pour nous. Hein. Porsche, qui veut sauver ses vieilles voitures, est en train de construire une méga usine de production d'essence en disant que toutes nos Porsche vont avoir le droit de rouler. Et maintenant, la réglementation européenne change en disant que l'essence neutre en carbone, si elle existe, elle ne devrait pas être éliminée par dogme.
D'accord, ouais. Voilà. Ok. Et en plus, les riverains seraient contents, ça ferait moins de bruit, parce que malheureusement, les échappements des avions, c'est à nouveau un autre problème. Mais quand même, ça ne ferait pas. Hein. Moi, les avions électriques télécommandés, je trouvais que c'était un peu rigolo, hein, mais c'est pas des avions. Non, puis il y a aussi quelque part, en tout cas pour les avions de collection, le bruit qui va avec, le bruit qui va avec, qui fait partie en fait du devoir de mémoire aussi, quoi. Hein. Ouais, parce que quand je vais en meeting aérien et qu'on vole les deux avions ensemble, vu du ciel, moi je suis en guerre 14-18. Hein. Quand je regarde l'avion qui est avec moi, il voit un avion de la guerre 14-18, et quand lui il me voit, il voit un avion de la guerre 14-18. Si on fait 3 heures de vol pour positionner, on est la guerre 14-18. Au point même que si un passe un peu au-dessus de l'autre, on se retrouve pas, parce que les marquages qui ressemblent à rien, c'est quand même de très bons marquages pour camouflage. Hein. Par rapport au sol, ça devient très difficile à voir. Et très rapidement. C'est le but. Hein. Et on salue Majouk, qui vient aussi d'arriver. Je reviens sur l'entoilage, parce que là, on est revenu sur la vidéo où on te voit entoiler. Là pareil, tu as appris par vidéo, tu as fait un stage d'entoilage ou... Non, à nouveau, chez Aircraft Pulse, un merveilleux magasin, on peut acheter la vidéo comment entoiler avec Polyfiber. D'accord. Pourquoi Polyfiber? Parce que dans le kit, il y avait un tout petit peu de matériel Polyfiber et j'y connaissais rien. Et en fin de compte, les vidéos sont vraiment très simples, très explicatives, et ils disent, il ne faut pas chercher midi à 14h, faites comme ça, c'est la bonne méthode, et il n'y a qu'à faire comme ça. J'avais été voir Monsieur Pitet, qui est un grand mécanicien aéronautique réputé, parce que quelqu'un que je connaissais allait le voir, j'ai discuté, dit, voilà, je dois entoiler cet avion-là, et il m'a tout de suite dit, si vous avez réussi à le construire, vous saurez l'entoiler. En plus, à vue de nez comme ça, un biplan comme ça va vous coûter 29-30 000 euros, l'entoilage, et il y a pour moins de 5 000 euros de matériaux. Et si vous recommencez 6 fois, vous serez aussi bon que moi sans problème. Et j'ai suivi son exemple, et en fin de compte, du premier coup, c'était bon. Donc, enfin, c'était bon. L'entoilage n'est pas brillant, parfait, merveilleux, mais il n'a pas besoin de l'être. Un avion de la guerre 14-18, c'était vite fait, bien fait, c'était peint au gros pinceau. Les ânes, il n'y en avait pas deux les mêmes. Les marquages, ils étaient à 3 cm près à cet endroit-là. Les gens, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas un pistolet à peinture pour faire joli. Hein. C'est comme les bandes blanches de la guerre du débarquement, c'était fait au gros pinceau. Hein. Quand on voit des avions avec des belles lignes super, ça n'existait pas à la guerre 40. Enfin, du jour au lendemain, il fallait mettre des bandes blanches sur les avions. Voilà. Et là, la guerre 14-18, c'était pareil. Un avion de la guerre 14-18, il avait une espérance de vie de 20 heures, un truc comme ça. Il fallait pas chercher à faire un truc trop bien pour si peu d'heures. Voilà. Comment tu as choisi la déco? Parce que j'ai acheté, une fois que j'ai choisi l'avion, que j'avais acheté l'avion, j'ai été voir sur Internet tous les livres qui existent sur Nieuport 28. Et tout ce qui était vendable, je l'ai. Et quand j'ai vu qu'il y en avait avec un âne dessus, basé à Château-Thierry, je dis tiens, je m'appelle Thierry, on va pas aller voir plus loin. Et puis l'âne, si quelqu'un trouve que je vole mal, s'il y a un âne dessus, ça va très bien le faire. Et puis voilà, c'est pas simplement en effet. C'est à nouveau pur hasard que cette escadrille a une si grande histoire, mais c'était au départ pur hasard. Hein. D'accord. Tu vois, l'anecdote. Petite question. Hein, grande histoire derrière, c'est bien. D'accord, ok, très bien. Très bien, très bien. 28, on arrive à la fin de cette belle émission et on vous propose de faire, de basculer sur la dernière séquence de l'émission. Donc les 5-10 dernières minutes qui vous restent pour nous, pour vous présenter le programme, pour vous, pour poser les dernières questions à notre invité du jour, Thierry, qui est avec nous depuis tout à l'heure. Donc c'est la foire aux questions, aux remises de gaz. Il vous reste 5 minutes les amis. Posez vos questions dans le chat et on y revient tout de suite. La foire aux questions remise de gaz, 5 minutes qui vous restent pour poser vos dernières questions à Thierry. Il y en avait une tout à l'heure sur le rappel des marques, des moteurs que tu as utilisés sur celui en étoile et sur celui à plat. Celui à plat c'est l'Icoming et celui en étoile c'était Rotec. Rotec. Il y a d'autres marques de moteurs en étoile pour... Allez, quand j'ai commencé, il n'y avait personne d'autre. Et maintenant, il y a Werner qui fait des moteurs, je pense que ça doit être tchèque, qui s'est lancé dans l'aventure des moteurs en étoile de cette taille-là. Il fait aussi 110 et 150 chevaux. Et il a gagné une excellente réputation. J'ai vu le monsieur Werner, on a discuté, et il m'a expliqué que quand quelque chose ne marcherait pas, ils allaient le régler.
Ouais. Alors j'ai aussi vu un Werner tomber en panne, pas de chance, mais tous les autres se reçoivent en disant il faudrait changer ça ou changer ci pour que ça marche pour tout le monde. Et c'est la seule méthode qui peut marcher parce qu'à nouveau, Lycoming 1930, je reçois encore un mail de Lycoming en disant il faut vérifier ci ou il faut changer ça. Hein. Ouais. Donc Werner, 5 ans plus tard, ça va encore arriver pendant longtemps. Mais c'est le seul moyen, c'est le retour d'expérience et de le faire et pas dire ouais nous on s'en fout, on vend ça comme ça et tant pis pour vous. Hein. Tu comptes remettre un moteur en étoile à terme ou rester sur le Lycoming? Ouais. Non, en fait déjà des avions étaient faits pour commémorer la guerre 14-18. Maintenant c'est fini. Étonnamment, j'ai encore des meetings aériens et des trucs comme ça, mais le but n'était pas de faire l'avion pour très 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 longtemps. À nouveau, c'est des tubes d'alu riftés, c'est pas un avion qui était fait à la base pour vivre 50 ans. Il y a un moment où je vais devoir me dire il va être temps de désentoiler tout pour voir s'il n'y a pas des surprises à l'intérieur. Ça pourrait arriver. Il faut être réaliste, il ne faut pas donc rechanger le moteur encore une fois. Et surtout, à nouveau, à la Ferté-Alais, 99,99% des gens qui viennent voir les avions le matin au statique, qui payent en plus le statique, sont là, waouh, le Baron Rouge a le même moteur et il y a un Lycoming et 4 pipes d'échappement verticales en dessous. Il n'est même pas caché, il n'y a rien de caché, il est 100% visible. N'importe qui connaît un peu l'aviation sait que c'est pas le bon. En fin de compte, voilà, les experts, il n'y en a pas. Voilà. L'aviation fait rêver. Amusant. Exactement. Est-ce quelle puissance il faut pour un avion comme le tien, 150 chevaux, c'est ça? Ben, moi, les deux ont 150 chevaux. Le Sopwith volait avec 80 chevaux à l'époque. Donc, j'ai le double. Et pourtant, c'est des veaux. Hein. Ça n'avance pas, ça accélère pas, ça monte pas. C'est des veaux. Voilà. Donc, les avions de l'époque, ils ont tellement de câbles de traînée que ça avance pas, quoi. Ouais. Question de Run to the Sky sur le comportement en vol. Il demande si ça vibre beaucoup ou comment est-ce qu'on ressent aux commandes. Non, l'avion lui-même ne vibre pas parce que s'il vibre, c'est qu'on vole trop vite. Donc, faut rester dans le domaine de vol où ça ne vibre pas. Il y a une vibration du moteur, mais c'est comme tous les avions, donc ça ne change pas. Et les commandes, le Nieuport, si je ferme les yeux, je compte jusque 10, je suis mort. Voyons-le comme ça. D'accord. L'avion est naturellement pas stable. Je peux même pas dire j'ai qu'à tourner un peu à gauche parce qu'il tourne à droite. Non, il va piquer du nez, monter, aller à droite ou à gauche. Il fait ce qu'il veut. C'était déjà le problème de l'avion d'origine, c'est parce que j'en ai pas parlé, mais le Nieuport 28 à l'époque était fabriqué par la France. Ils avaient fait de très bons avions et les pilotes français ont refusé l'avion. Ils avaient commandé d'entrée de jeu 600 avions, mais ils ont refusé l'avion. Et quand les États-Unis sont rentrés en guerre en disant on va amener des soldats pour se battre sous couleur américaine et pas l'escadrille Lafayette où des Américains vont se battre dans l'escadrille française, vous n'avez pas des avions. Oh, on a l'excellent Nieuport 28, on en a 600 prêts. Allez-y. Alors à Fourguer, un avion qui marche pas. Juste avant. Et ils ont commencé, et directement, ils ont commencé à dire tiens, c'est quand même un avion bizarre, c'est un peu de la merde. Hein. Et ils ont commandé des SPAD dès qu'ils ont compris ce que c'était qu'un bon avion. Mais le premier as de l'histoire américaine est Derek Rickenbacker, l'est sur un Nieuport 28. Donc on parlait d'un triple as sur le P-51 tout à l'heure. Ben, le premier de l'histoire américaine, c'était sur un Nieuport 28. Pour les Américains, c'est le premier chasseur. D'accord. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes d'entoilage aussi qui s'arrachaient en vol, Nieuport 28. Ouais, enfin oui, il fallait remettre des petits clous sur le bord d'attaque de l'aile en haut, s'arrachait. Et comme l'aile en haut est pas du tout en dessous de l'aile en bas et qu'elle est beaucoup plus grande, ça devait être intéressant à voler avec la plus grande aile qui est partie. Et l'autre très mal centré. Ça devait être spécial. Ouais. Genre, ils ont eu de la chance de ne pas être morts. Un peu comme dans l'As des As avec Belmondo. Hein. Voilà. Justement, parlant de vitesse, et Run to the Sky qui demande à combien est la VNE de cet avion, donc la vitesse maximale à ne pas dépasser. Alors la VNE, moi je l'ai mis à 120. Et je dis moi je l'ai mis à 120 parce que le fabricant du kit ne l'a pas testé. Puisque le problème c'est qu'il faudrait la tester. Et en fin de compte, je suis jamais là à 120. Hein. Il n'y a pas de raison. On le sent. Dès qu'on dépasse 90, l'avion devient dur. Il n'est pas sain. On se dit qu'il n'y a rien à faire. Il faut piquer fort parce qu'avec la traînée, il y a tellement de traînée que l'avion, en fait, il faudrait vraiment piquer vers le sol pour aller chercher plus de vitesse.
et il y a une petite voix intérieure qui dit que c'est pas du tout une bonne idée. Donc voilà. Donc on n'y va pas, c'est pas la peine. À nouveau, je veux pas le faire le pilote d'essai pour dire il a cassé à 119 ou à 125. Ouais. C'est sert pas à la rien. peine. On reste dans le. Maintenant, les calculs savants qui ont été faits par l'ingénieur pour le passé français ont trouvé que l'avion résisterait à 5,8 G. Moi, c'est 2,5 max et il restera dans ce domaine de vol-là. Quand je vole avec l'autre avion, on fait rien. On ne fait que des virages 30 degrés, 40 degrés parce qu'on a raté le 30. Hein. Mais on ne s'amuse pas à faire des vols sur la tranche pour dire ouais, c'est solide. C'est pas du tout le jeu. Ça sert à rien. Pas de simulation de combat aérien, quoi. Les combats aériens, je perds tout le temps. J'ai un fumier. Quand j'ai rempli le moteur en étoile, à part tous les moteurs en étoile ont un réservoir d'huile séparé. Donc je me suis retrouvé quand j'ai changé le moteur avec un gros réservoir attaché structurellement à l'avion. Que pour enlever, j'aurais dû démonter beaucoup de l'avion. J'ai dit je vais le laisser. Et puis c'est très bien pour mettre du liquide de fumigène en fait. D'accord. Donc alors dès que j'ai eu du fumigène et qu'il y avait Philippe Sipiela qui a fait un extraordinaire Fokker triplan qui lui était construit sur les plans d'origine et qu'on a commencé à jouer la guerre ensemble, il gagnait parce que lui il a une mitrailleuse qui tire avec des bonbonnes de gaz et moi j'ai le fumigène. Voilà. Donc maintenant, je suis, comme dans le film Gladiator, il y en a qui meurent et il y en a qui gagnent. Et moi, je suis le mec qui meurt à chaque fois. C'est comme ça, c'est le karma, on va dire. Comme dans South Park. Voilà. Mais toujours, à la fin, pour le spectacle, c'est bien. Voilà, alors chaque fois, on trouve un prétexte. Une fois, on a dit, on va faire, par exemple, un survol d'un enterrement. Alors, il y a des gens qui sont passionnés de guerre 14-18, qui ont les uniformes, les costumes et compagnie. Ils avaient emmené un cercueil. Ils faisaient semblant d'être enterrement et moi je faisais la personne qui jetait des bouquets de fleurs. Je m'étais entraîné à jeter des bouquets de fleurs du cockpit, ce qui est intéressant, ça mérite un bon entraînement quand même. On a acheté le bouquet de fleurs et le Fokker triplan nous attaque. D'accord. Parce qu'à nouveau, la guerre 14-18, c'est arrivé. Les victoires ne sont pas du tout héroïques et gentilles. Si le gars il voit quelqu'un qui peut se le faire, c'est une victoire, et puis il se le fait. Donc s'il y a un enterrement et que quelqu'un vient juste jeter des fleurs, pourquoi on ne le descendrait pas au passage C'est la guerre. On dit à la guerre comme à la guerre. Donc... D'accord. Ouais, ça fait de belles anecdotes tout ça. N'hésitez pas, prochain meeting là, à Chambly, c'est ça ? Et puis après, ce week-end, si vous voulez voir les avions, si vous voulez voir Thierry voler. Sinon, après, il y a Verdun, donc pour voir les avions voler, parce que ce sera. Vous pouvez aller voir l'avion de Thierry, mais vous le touchez pas. Non. Ni l'avion, ni Thierry d'ailleurs. On teste pas l'entoilage. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce que c'est pas un Newport qui est passé sous l'Arc de Triomphe ? Un 17. Je pense que si. Je pense que le premier, oui, parce qu'en fait, dans l'histoire, pendant la guerre 14-18, à la fin de la guerre, aucun pilote n'a été honoré. On a fait marcher les soldats, tous les gens, mais personne n'a trouvé que c'était intéressant d'honorer les pilotes. Et ça l'a un peu énervé parce qu'ils avaient quand même perdu beaucoup de copains et il y en a un qui a dit on va passer. Newport 17 y est passé. Depuis, il y a eu quelques autres personnes qui ont trouvé que c'était quelque chose à essayer. Je pense que ça n'arrivera plus. Mais bon, c'était un Newport à l'époque. Pas pendant les JO en tout cas. Le bord noir. Voilà. Bien, en tout cas Thierry, merci beaucoup d'être venu dans la zone aéro pour partager ton expérience de constructeur, de fabricant, d'instructeur sur avion ancien et du futur avion aussi bientôt, dans quelques années. Voilà. On se recontactera puis tu reviendras nous en parler. Et comme coach de Nico, parce que Nico là il est parti, il est chaud. Je suis sur les starting blocks dès que je peux. Dès que le kit est commandé ou que la construction commence, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci, je serai là. C'est gentil, merci. Tous ceux qui m'envoient un mail sur des problèmes techniques de leurs avions ont la réponse. Voilà. Bien, les amis, restez avec nous encore quelques minutes. On retrouve Thierry dans un instant. Juste le temps de vous montrer ce petit encart pour la semaine prochaine. Puisque nous aurons le plaisir d'avoir une copilote la semaine prochaine. C'est le 29 mai prochain, donc à 20h30, mercredi, dans la zone aéro. On recevra Lucie Tost, qui a démarré sa jeune carrière sur Boeing 737 il y a quelques années. Elle a fait 2 compagnies aériennes et elle viendra nous parler de sa formation il y a quelques temps et aussi de son avion actuel, de ses conditions de travail. Donc si vous avez des questions à poser, une copilote en compagnie aérienne low cost, c'est la semaine prochaine avec Lucie qui viendra nous voir dans la zone. Voilà.
Et puis le programme du mois de juin, on vous l'annoncera la semaine prochaine, évidemment. Je voudrais revenir sur pour résumer un peu, pour ceux qui veulent piloter, voler un avion, on va dire de la Première Guerre mondiale, on va le dire, hein, parce que ça ressemble énormément. S'ils veulent le piloter comme un DR400 en aéroclub, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut acheter. Hein. Tu dis Thierry, hein, tu voles beaucoup avec, il est dans ton hangar, tu peux même dormir dehors, pas tout le temps non plus, mais tu peux t'en servir comme un DR400 en aéroclub, quoi. Je peux, mais à nouveau, sachant qu'il faut enlever la connaissance de comment on vole un DR400. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est l'utilisation. Le DR400, c'est facile, hein, on s'installe, on vole. Hein, voilà. Là, il va falloir quelques heures pour s'habituer, mais une fois qu'on est habitué, c'est vrai. Entre le moment où j'ouvre la porte du hangar, j'arrive devant le hangar, je sors l'avion, c'est pas difficile, je fais voler, chaque fois que j'y vais, je fais voler les 2 avions. J'arrive à faire 5 minutes entre les 2 avions. Donc, entre le moment où j'ai éteint le moteur et je démarre l'autre avion, à ma montre, c'est 5 minutes. Au point même que quand j'ai fait un relevé de l'heure pour renouveler ma licence, on m'a dit « Mais comment vous faites en 5 minutes ?» Je sors d'un avion, je m'installe dans l'autre et je démarre le Lycoming, ça démarre. Hein, et à partir du moment où ça tourne, l'horloge tourne et voilà, c'est comme ça. Hein. Y a-t-il une ceinture dans l'avion, nous demande Lorgibus. Ça, c'est une très bonne question, bien sûr. À l'époque, il y en avait déjà. Hein. J'ai lu le livre sur Monsieur Doolittle qui avait commencé l'aviation sur un terrain qui avait le nom d'un pilote qui n'avait pas de ceinture parce qu'il n'y en avait pas et qui était tombé, qui s'était éjecté de son avion et qui était tombé sur l'aérodrome qui a pris le nom de la personne. Hein. Donc, il a ceinture, il la faut. Et elle est très, je vais dire à nouveau, comme j'ai eu l'accident, c'est très important. Et elle est attachée aux bretelles et en bas. Et avant de faire les vols d'essai, j'ai acheté un livre sur Aircraft Proof à nouveau, devenir le pilote d'essai de son propre avion. Les 3 premières pages, c'est comment doit être attaché sur un avion des ceintures. Et depuis, j'ai vu des autres avions en disant mais vos ceintures, elles sont pas du tout conformes. En fait, il faut un angle entre 0 et 30 degrés. Entre le point d'attache et le dos. Parce qu'autrement, quand on s'écrase et qu'on tire sur l'avant, si l'angle est plus grand, ça écrase les vertèbres. Et ce qui fait que les gens, soit on finit en chaise roulante ou on finit pas en chaise roulante sur la position des ceintures. Et pour moi, qui ai pris un accident, la vidéo est à nouveau sur YouTube. La première fois où j'ai un panne de moteur, j'étais à Compiègne en meeting aérien devant tout le monde. On m'a dit tu peux faire encore 2 tours de plus. Hein, bien sûr, hein, je m'amusais bien. Et puis le moteur, prout. J'ai vu un champ de blé en me disant voilà, un champ de blé, c'est bien plat, c'est merveilleux. Il y avait un champ avec rien du tout un peu à côté, mais j'étais un peu ignorant. Le blé, il a pris le train d'atterrissage, ça aurait été une barre de fer, c'était le même prix. Hein. L'avion, le blé, a bloqué la roue instantanément, parce qu'il y avait à nouveau des caméras sur l'avion qui filment, on voit la roue, elle touche, et l'avion, paf. Donc je me suis pris à 40 nœuds, donc 70 km/h, retourné comme une crêpe, et je me suis retrouvé sur le dos. Le fuselage a été croqué en 2, l'avion était parti pour une reconstruction, en fait, et moi, j'avais rien. Parce que j'étais attaché vraiment bien. J'ai fait un cumuleur attaché. Je suis sorti de là, j'avais rien du tout. On m'a dit tu dois aller à l'hôpital, tu as eu un accident. Je dis rien du tout. J'ai passé 4 heures dans la salle d'attente d'hôpital pour me dire vous n'avez rien du tout. Je l'avais remarqué depuis le premier moment. Mais à nouveau, les ceintures, c'est non seulement il faut en avoir, il faut bien les choisir. Il faut faut pas aller à l'économie. Je vais prendre le truc que j'ai trouvé dans une voiture. Non, il faut des bonnes ceintures. Ça aide, ça peut toujours servir. Et ça, c'est des bons conseils depuis tout à l'heure. Pour chaque chose. Ouais, non, mais c'est ça, on peut en parler pendant des heures. Faut mettre la qualité, il faut mettre le prix. Et faire les choses bien. Puis faire les choses bien. À nouveau, ça vaut rien. C'est pas grave. C'est pas du tout le prix. Je pense que les ceintures de mon avion valent $50, un truc comme ça. C'est pas cher parce qu'avec le Form 1, ça va être 400 ou 500. Mais voilà. Ouais. D'accord. Ok. On salue Orbital Hélène qui vient d'arriver, qui follow la zone aéro. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Thierry, merci encore une fois d'être venu. Merci pour ta dispo. Très bien. Merci.
Très intéressant. Encore une fois, je te le redis, hein, puis je repasserai de voir certainement. Ah ben c'est ça. Hein. Pas de souci. Merci également à toutes celles et ceux qui ont posé des questions dans le chat. Hein. Le chat était assez animé. Donc merci à vous d'avoir participé justement à animer cette émission comme il se doit. J'en connais un qui devait avoir des yeux comme ça aussi, c'est Paolo. Ouais. Parce que c'est avec lui que je voudrais qu'on se Ah bah voilà, comme donc ça. Paolo, quoi, mais il y a Stéphane, il y a Mélène aussi qui était là, qui a aussi beaucoup participé, Lord Gibus aussi évidemment, aussi, enfin tous les habitués. Ah, je vous rappelle que si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit follow, comme ça vous serez averti, vous aurez une notification au début des lives, évidemment, et puis sachez que cette émission, vous pourrez la retrouver si vous êtes abonné sur Twitch immédiatement après la fin de ce live pour 14 jours, et au bout de 14 jours, au 15e, donc c'est mercredi en 15, vous retrouvez cette émission sur le YouTube, la chaîne YouTube de la zone aéro. Voilà. J'ai un petit message, tu sais, comme Radio Londres. Oui. Opération Domino. Fin juin, début juillet. C'est pour Paolo, ça. Ah, ok. Opération Domino. Certainement. Ça marche. Merci Thierry, à bientôt pour la construction d'un A380, dit Rock to the Sky. Voilà. Bien, donc on a parlé justement du programme de la semaine prochaine avec Lucie, le replay de Aldo qui est déjà en ligne depuis cette nuit, Aldo Stéron Aviation. L'émission est en ligne sur YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment pour les programmes, sur Facebook, sur Instagram. Il y a des Reels, il y a des TikTok, il y a tout ce qui va bien, avec des extraits choisis, des interventions de nos invités évidemment. Le podcast qui est mis en ligne par notre ami Julot et qui paraît le jeudi de chaque semaine, donc c'est la version audio de la zone aéro que vous pouvez télécharger sur toutes les bonnes plateformes et les avoir dans vos voitures quand vous vous déplacez, etc. La boutique et le Patreon pour nous soutenir également, pour les petits mugs, les goodies de la zone, certains nous ont demandé les polos. D'ailleurs. Et puis le Patreon pour continuer de financer, nous aider à financer l'émission et amortir les différents coûts de tout ce qui est autour. Et pour acheter un avion comme Thierry. Ouais, alors là, il va falloir investir beaucoup, les amis. Je veux pas vous faire peur, mais voilà. Bon, un petit raid dans quelques instants. Merci aux chaînes qui nous ont raidés. Je repense à Speedbird, au capitaine, à Asgard, qui sont venus avec toute leur communauté. Merci à vous. Ça fait plaisir. Et puis, dans un instant, on lance le générique de fin. Restez avec nous, puisqu'on va faire un raid sur une chaîne. Je ne sais pas encore. On va voir dans un instant qui on va raider. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Newport. On va taper Newport sur la chaîne sur laquelle on arrive. On compte sur vous. Vous envoyez des icônes, des petits émotes de la zone aéro. Vous tapez Newport, ils vont se demander ce que c'est. Et puis ceux qui seront là, vous pourrez expliquer pourquoi ce mot-clé Newport est balancé sur le chat de cette nouvelle chaîne qui arrive. Ils vont rien comprendre. Merci encore Thierry. Merci à vous tous. Merci. À la semaine prochaine. Fly safe pour ceux qui volent. Et puis rendez-vous aussi sur Discord, le Discord de la zone pour poursuivre les débats. Et on mettra aussi les liens des vidéos de Thierry sur le Discord. Merci Nico. Et à la semaine prochaine, les amis. Allez voir des meetings, des livres historiques. Et puis voilà. Ciao, bye bye les amis. Ouais.